Là, je suis vraiment content parce qu'on soit un ami cuisinier de très longue date, Danny Saint-Pierre. Danny que vous connaissez peut-être de la télévision, de la radio et il y a encore une bonne présence médiatique. Mais Danny, pour moi, c'est un gars que je connais depuis le début de la vingtaine. On a fait nos débuts en restauration. On a travaillé pour la même famille, finalement, la famille ensemble. Puis 30 ans plus tard, on se côtoie toujours. Puis je suis tout le temps content. Danny n'a pas la langue dans sa poche. Non, c'était vraiment facile comme podcast. C'était a breeze pour nous parce qu'il parle beaucoup. Il a de la facilité à parler. Mais il parle pas pour rien dire en même temps. Puis on a mangé un bon club sandwich. Oui, yes. Puis il nous a donné des beaux cotons ouatés. Merci, Danny. Enjoy. Danny Saint-Pierre, on est content de te recevoir. Allô? Vous êtes bien calme. Oui, c'est vrai qu'on a... C'est tout mélo, là. Ça va monter. C'est comme le boléro de Ravel. Ça monte. Le Gravel. Le Gravel, oui. J'ai tout dit Alain. C'est Alain Gravel qui a fait le boléro de Ravel. Oui, c'est ça. C'est très... une grosse enquête. Je le ferai écouter tantôt. OK, ouais, c'est bon. Je connais pas la référence. Mais t'es notre voisin, en fait, depuis peu. C'est vrai? Oui. On est tous dans la petite Italie. Mylex. On dit Mylex. Nous, on dit petite Italie. Mais... Regarde, ça dépend de comment tu veux l'aborder. C'est comme Ottawa puis Hull. J'ai l'impression, moi, que le Mylex, parce que nous, on est situé, tu sais, la frontière, là, c'est du parc, Jean Talon, Clark, puis Beaubien. Je pense que ça, c'est notre slogan. OK. C'est qu'on est. Le Mylex. Je pense que le Mylex, c'est un mot propre pour dire l'ancien quartier industriel de la petite Italie. Oui. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ou vraiment... Alexandre Marconi, là, tout dépendant. Ah. On salue tout le monde qui ne vit pas à Montréal et qui s'en calisse. Ah, ouais, c'est vrai que le monde... Mais nous, on habite là, puis on voit souvent... Ah, mais non, mais je devrais pas dire ça. Pourquoi? C'est un resto dans ce... Non, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais on voit des souris. Ben, c'est sûr, il y a des souris partout. Oui, mais on en voit beaucoup parce que c'est industriel, puis on a une usine de bouffe à côté de chez nous. Oui, ben oui. Mais non... Au coin de la rue, là, comment ils s'appellent les deux frères italiens là, qui ont une grosse usine de bouffe? Là? Johnny puis Paolo. Oui, Une grosse usine de bouffe. Tu parles des distributeurs alimentaires? Oui, exactement. Mais tu sais, c'est un gros problème, hein, les rongeurs. En général, dans les villes qui ont une densité urbaine, ça n'a rien à voir avec la propreté. Tu sais, c'est des animaux extrêmement débrouillards et intelligents qui font leur shit, un peu comme nous, mais en nous dérangeant. On part en force, mon Dieu. Le boléro de Gravel puis des souris. Non, mais parce que c'est vraiment un sujet... You're on the road, baby. Non, mais c'est un sujet récurrent dans notre vie, les souris. Parce que on a eu une infestation de souris dans notre appartement. On l'a déjà raconté au podcast plein de fois. Tu sais que des souris, c'est dur à se débarrasser aussi, hein, parce que c'est extrêmement intelligent. C'est impossible de s'en débarrasser, on l'a vu. Il faut que tu scelles les issues. Ouais. Puis après ça, il faut que tu coupes les sources d'alimentation. Puis après ça, il faut que tu sois aux aguets de savoir quels sont les trails et tu t'achètes plusieurs chats. Oui, ça marche. Apparemment que ça marche. En tout cas, parce que là, on est en train d'acheter une maison, puis... il y a eu une inspection hier, puis l'inspecteur il était comme, OK, j'ai vu des petites crottes genre dans le mur, là. OK, là, une tabarnak, mais il dit, c'est normal, là, il dit des maisons de campagne, il y en a toujours. C'est sûr. Mais là, j'étais quasiment en train de remettre en doute notre achat. Mais non, fais pas ça. Il faut en avoir partout. Fais pas ça. Puis on a 2 chats, là, mais... Des chats avec des griffes, ça fait une maudite belle job. Oui. Bons chats. Puis après ça, c'est juste d'être aux aguets. Mettons, si t'es slack avec ta maison, là, puis qu'il y a des failles dans ton solage, puis il y a des pipes par lesquelles rentrer, puis t'as pas mis de petits grillages sur ta patente de sécheuse, là... Qui nous disait de faire hier, l'inspecteur. Le fucking trouble. Ah, mon Dieu. Ça grimpe des souris. C'est smart. Ça peut rentrer dans des craques minces. C'est passionnant. Mais attends, la restauration, tu sais, toi, t'as dû en voir dans ta carrière des souris. C'est sûr, j'ai déjà eu des souris dans un de mes restos. J'avais un resto sur l'avenue du Parc qui s'appelle La Petite Maison. Puis j'avais acheté un immeuble, puis là, je l'avais rénové comme du monde. Puis j'avais une épicerie comme voisin, puis un restaurant à côté. Puis tu sais, un moment donné, je fais « What the fuck », il y a des coquerelles. Fait que qu'est-ce qu'il y avait? Des petites, c'était des blattes germaniques, des petites. On n'a pas les grosses ici, comme au Mexique. Des grosses sluggées, là, mais tu sais, c'est parce qu'il y avait eu une fissure dans un tuyau quand on avait travaillé un bout de solage, puis c'était infiltré par là. Tu sais, puis après ça, des petits rongeurs. Dès que tu laisses la porte légèrement ouverte ou tu as une fissure à quelque part, ça passe. Tu sais, tu changes de saison, tu brasses un peu le solage, il y a de la construction à côté.
on vit dans une ville. Vous savez que depuis qu'on prend plus de poisons ici, là, des poisons qui sont performants, là, il y a une prolifération des rats. Fait que là, on va devoir faire des choix. On veut des fucking rats puis attraper la peste ou on veut sauver la planète un rat à la fois. Fuck that shit. Sortez le DDT, moi je me bazooka. Tabarnak! Tu arrêté de niaiser 2 minutes. Non, mais c'est vrai. Les pauvres rats. Hey, esti, je vais t'en mettre un dans les mains, un rat, là, tu vas voir comment ça va te tenter. On va devenir comme New York, au final. Oui. Ben, écoute, c'est le rêve de la mairesse de devenir une grande métropolitaine. Je pense pas que Val, elle veut que c'est ça qui arrive, là. Métropole, mon Dieu. T'es des pauvre. Non, moi non plus, je pense pas que personne souhaite ça, mais effectivement, il faut faire quelque chose. Ben, c'est toujours, on est tout le temps dans un combat entre la rectitude puis l'efficacité aussi, oui, là. Toujours. Puis on est toujours en train de courber les chines puis se dire, oh non, on peut plus dire ça, on peut plus faire ça. Ah, on va peut-être se faire canceller, gna 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 gna. Puis après ça, ben Chris, quand la merde est pognée pour vrai, on veut juste se faire sauver la peau, tu sais. Fait que c'est quand même assez fascinant de voir ça. La rectitude et l'efficacité. Mais c'est ça dans toute la vie, admettons. Là, ben, c'est clair, mais tu trouves pas qu'en ce moment, on fait beaucoup de compromis puis on se retient de dire des affaires constamment? Oui. On est tout le temps ces breaks en train de se dire on a-tu le droit de faire ci, on a-tu le droit de faire ça, qui on va faire ça. À la maison. Là, je me lâche. Là. Mais même sur le podcast, je me fais souvent dire, il y a souvent un commentaire que je sais quoi, je te laisse pas parler ou je te contrôle, mais c'est parce que moi, j'ai peur. T'es contrôlante, toi? Je pense pas que je sois contrôlante. Non, vraiment pas. Mais en podcast, j'ai peur qu'ils disent des trucs cancellables. Des trucs de cuisinier. Qui va canceller qui, tu sais? Ah, ben, tout le trucs monde. de cuisinier. Non, mais tu sais, OK, on va y aller doucement, là. Ouais. Tu sais, dans la mesure où... Admettons que je dis une ânerie, là. Ouais. Ben, est-ce que je suis parti du principe que je voulais faire de la peine à quelqu'un? Habituellement, mon règlement dans ma tête, là, c'est comme, si c'est pour faire de la peine à quelqu'un, je le dirai pas. Ouais. Après ça, admettons que je dise quelque chose qui fasse de la peine à quelqu'un, ben s'excuser, c'est assez efficace. Ouais. Tu sais, hey, j'ai pas fait exprès. Désolé. C'est pas là que je voulais aller. Ouais. Je suis sincère, je te le dis. Tu veux continuer de fâcher? Fuck you. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... on peut-tu comme partir de ça, juste redevenir avec une épine dorsale, puis te faire comme, OK, tu veux jouer au fou, on va jouer longtemps. Là. Mais... Je te sens particulièrement en forme aujourd'hui. T'arrives-tu de faire un service au restaurant? Je suis tout le temps en forme, moi. Moi, je me lève le matin, je suis gung fucking ho. Tu sais? C'est comme... non, mais ça vous fait pas capoter, ça, de tout le temps être ses breaks, puis de faire comme... qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Non, moi, je me pose pas cette question. Moi, je fais une vidéo par semaine depuis 6 ans. Pas. Une vidéo par semaine depuis 6 ans. Fait que c'est sûr que j'en ai dit des trucs, des termes que j'ai mal utilisés. Ah oui, comme quoi, admettons, c'est quoi dans ton top 5 de grosses choses sales que tu as dit? Ben, un truc Numéro 5! J'en ai plein, là, mais un truc que les gens avaient pris l'extrait sans prendre mes phrases qui suivaient. Ah, ça, c'est fin, ça. Où je me corrigeais. Puis ça a circulé, mettons, sur Twitter. Mais en fait, c'était vraiment... C'est quoi t'as dit? La semaine passée, tu n'as dit un. Un mot qui n'existait pas, là. Un mot qui n'existe pas? Un mot qui est disparu? Non, c'est comme inventé. Quelqu'un qui a effacé le mot puis a dit non, ça n'existe plus. Ah oui, mais non, mais c'était de quoi? Non, mais de quoi de pas politically correct? Ah, okay. Mais je vais le dire parce pourquoi que... qu'on le dit pas? Ben, je vais le dire, ça me dérange pas parce que c'est une belle intention. Parce qu'en fait, moi, j'ai été 6 ans au Mexique. Fait que je connais beaucoup le Mexique. J'ai été 10 ans avec un gars du Mexique. Fait que... Comme une personne de nationalité mexicaine? Oui. Ouais. Comme un Mexicain, mettons? Mexicain. On pourrait dire ça? Oui. Puis j'ai plein de... Oui, c'est ça. C'est précis? J'ai plein d'amis mexicains. Tu sais, je connais la culture mexicaine là, vraiment beaucoup. Parfait. Fait que t'as comme un petit droit, là. Ben, c'était pas ça là, que je voulais dire, mais j'ai connu. Fait que j'ai dit, je parlais de Richard Ramirez, le tueur en série. Oui. Puis avant de faire ses meurtres, en fait, lui, il volait, admettons qu'il volait dans les maisons pour vendre des trucs pour le donner à sa famille, dans le fond, l'argent. OK. Puis j'ai dit, c'est tellement mexicain, ça, de... mais je vais pas dire de voler, mais genre de prendre l'argent que tu fais pour le donner à ta famille. D'être généreux, de partager. C'est ça. Ben, non, mais dire que leur famille, c'est tellement important que de genre, ils vont voler, mais même l'argent qu'ils vont faire avec, ils vont le donner. Mais moi, je voulais pas dire que c'est tellement mexicain d'être voleur. Tu sais, c'est pas ça que je voulais dire. Mais il me semble que quelqu'un de moindrement attentionné aurait compris. Je suis d'accord, mais dans les commentaires, c'est vraiment pas ça. Puis après, j'étais comme... Ça te fait pas capoter, toi, sur la capacité d'écoute aux gens? Oui. Tu sais, tu te dis comme, OK, là, on fait du contenu aujourd'hui. Moi, je viens vous rendre visite, je suis dans votre maison, on jase, on va avoir du fun, on va dire toutes sortes d'affaires. Est-ce que les gens écoutent pour vrai ou ils veulent juste une voix dans le fond de la maison, comme à l'époque où on mettait Télémétropole à la TV toute la crise de journée, puis que t'avais juste un bruit de fond, là, puis personne n'écoute vraiment, puis qui voit des images, puis qui se craint tout seul. Tu es en train de dire que je remplace Réal Giguère? Ah, tu pourrais. Réal Giguère, hein? C'est tout qu'un bonhomme, ça. Il faudrait qu'on soit 2, je pense. Ça, il y en a 2 dans le studio en ce moment qui ne catchent pas cette référence. Réal Giguère, Géopardy. Son fils Sylvain aussi, class act. By the way, on le salue. Class act.
Mais c'est vrai que les gens écoutent des podcasts en fond. Moi personnellement, je suis coupable de ça. Ben oui. C'est quand que tu as le droit d'être fâché? Tu sais, mettons, tu écoutes quelque chose, là, est-ce que vous fâchez, vous, en écoutant des trucs? Mettons, on revire le rôle de bar, là, puis que vous écoutez des podcasts en tant que tel. Hey, je sais pas si c'est comme ça que vous voulez faire ça, là, mais on jase. Là, oui, on est très bien parti. On le revire de bar, là, puis on fait comme vous quand vous écoutez du contenu que les gens créent. Tu sais, vous êtes des créateurs de contenu, je veux pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font fâcher, qui vous font choquer? Au point je vais être en désaccord avec quelqu'un. Puis si je suis dans mon char, ça se peut, je le dis à voix haute. Mais au point de m'asseoir devant mon clavier. Puis devenir un keyboard warrior? Ou de devenir ouais, ça, non, pas vrai. Ben, tu sais quoi, je sais pas c'est qui a dit ça, fait que je vais reprendre les propos de quelqu'un que je connais pas, là, mais... Parfait. C'est bien que tu mettes ça en place. Visiblement, t'as peur. T'as la peur au corps. Continue. Mais en fait, ça disait... Tu qu'on te tienne la main. C'est comme du monde qui écoutait un podcast, de l'humour noir, OK? L'humour noir. Fait qu'il riait. Mettons Mike Ward. Mettons, j'écoute Mike Ward, puis il fait des jokes sur le suicide, sur l'avortement, sur les femmes battues. Puis moi, mettons, je trouve ça drôle. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Mike Ward, je trouve ça drôle, ses jokes, puis je pense qu'on peut rire de tout. Mais mettons qu'il touche une corde sensible à moi, là. Mettons... je sais pas, quelque chose que moi, ça me touche particulièrement, est-ce que je vais avoir le droit de m'offenser parce que ça me touche moi? Puis c'est ça qui arrive, c'est que les gens écoutent plein d'affaires. OK, on a le droit de parler contre tel genre de personne, on a le droit de faire tel genre de joke, mais c'est quand ça les touche eux qui vont s'offusquer. Mais ça peut pas marcher de même, pas parce que... Quand t'es touché, tu devrais te poser des questions sur pourquoi ça te touche aussi. Ouais. Puis te faire comme juste le revirer de bord 2 minutes, puis te rouler dedans, puis te dire, bon... Mais tu mettons... Il y a une expression aussi que si ça t'achale tant que ça, écoute-les pas. Non, mais mettons, OK. Puis avant de répondre, tourne ta bouche, ta langue cette fois dans ta bouche. Mais mettons, tu sais, que moi, j'ai vécu un cancer. Là. C'est pas vrai, là, mais mettons que j'ai vécu un cancer. OK, ça, c'est comme tu t'appropries le cancer. Non. Mettons, j'ai vécu un cancer, puis Mike Ward, puis là, je dis Mike Ward, c'est un exemple, il fait des jokes sur le cancer. C'est tout le temps sa faute à Mike Ward. Tout le temps, c'est notre ça qui épouvantail. arrive. Fait que mettons qu'il fait des jokes sur le cancer, mais peut-être ça va full m'offusquer, puis je vais être là, ben non, là, il a dépassé les limites. Mais c'est ça, il faut que tu te dises, si t'es offusqué par une affaire, ou tu t'es offusqué par tout, ou rien du tout. En fait, c'est ça ma réponse. Ouais, ou tu sais, l'instantanéité des réactions, c'est quand même assez gossant, là. Tu sais, c'est comme qui veut ton opinion tout le temps? Tu sais, puis c'est quoi ta chambre d'écho? C'est quand même impressionnant, ça. Est-ce que vous trouvez que notre pensée critique a changé avec le temps? Tu sais, vous avez quand même une différence d'âge, là, veux pas, là. Est-ce que vous vous retrouvez des fois dans des moments où vous ne comprenez pas? On a des bons... Non, les deux? on a des très bons échanges, en fait. Ouais, moi, je te fais réaliser des choses des fois. Puis moi aussi. Toi, tu vas dire, c'est pas dramatique, mettons. C'est ça. Mais mettons, on écoute. Fait que toi, tu vas être comme outré, puis toi, tu vas être comme mellow? Non, je suis pas tout. Non, t'es pas. Mais maintenant, quand on écoute Friends, The Office, How I Met Your Mother, puis ils font vraiment des jokes grossophobes. Puis là, j'étais comme, ben moi, je l'ai écouté, j'écoutais How I Met Your Mother il y a 5 ans, puis jamais j'ai réalisé que c'était grossophobe jusqu'à aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'humour change. Puis je vais pas jamais écrire au groupe de discussion de How I Met. Le Twitter feed d'un show qui est terminé depuis 10 ans. Mais toi, t'as déjà fait face à des controverses par rapport à des trucs que t'as dit ou que t'as fait? J'en ai un avec le pudding chômeur. Le pudding chômeur. Ah, oui, je sais, tu me l'as dit. Mais tu sais, ça, c'était quand même un truc assez rocambolesque. Mais ça, c'était épouvantable. Peux-tu nous le raconter? C'était un peu une embuscade, qu'on pourrait dire. Oui. Tu sais, Bob puis moi, on travaillait dans un show à Radio-Can avec 2 autres dames. OK. Mme Pagé puis Caroline. Ouais. C'est le combat des chefs. C'est ça, avec le combat des chefs. C'est Caroline Caroline de chez Soup Soup, tu sais. Okay. Puis, à un moment donné, je me retrouve à une émission où on commence à parler de droits d'auteur dans la même émission, sans Bob, évidemment. Puis, tu sais, on était avec à la maison. Caroline Dumas. Ceci dit, qui est une fille que j'adore, puis que je revois aujourd'hui, puis on s'entraîne excessivement bien. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Je pense qu'elle s'était craquée. Il est arrivé quelque chose où elle avait vu dans un livre en anglais une de ses recettes textuellement reprises du site de Distasio. Ah, ben ça, c'est fâchant. Ben, c'est sûr que c'est fâchant. Fait que là, on est invité à cette affaire-là, puis à un moment donné, on parle de ma poutine inversée, qui est une patente que moi, j'ai inventée, puis que j'ai commercialisée, puis tout ça. Puis elle dit, ben, elle me pogne, puis elle fait, ben, toi, t'as copié ma recette de pudding chômeur pour un livre. En joke ou genre? Non, elle était super sérieuse, puis tu sais, comme elle m'attendait, là. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, on se connaît dans la vraie vie. Mais c'est parce que le monde a embarqué, là. Puis ils sont mis comme sur le dos à Danny, là. Ben, ça a pris 2 minutes, puis ça s'est flippé de bord, puis en fin de compte, ça a glissé, là. OK. T'as une bonne rhétorique. Ben, moi, la meilleure rhétorique que j'ai eue, c'est de rien dire, là. Puis les internets se sont chargés de régler le problème, là. Tu sais, effectivement, une recette s'est promenée, elle a été récupérée, elle a été utilisée, puis après ça, ben, ça a levé un gros flag sur
à qui appartient le pudding chômeur. C'était pas du tout ça le propos, par ailleurs, mais c'était sur une recette qui a été copiée. L'utilisation du sirop d'érable dans le pudding chômeur. Non, mais c'était l'utilisation d'une recette qui a été traduite textuellement, puis qui a été passée d'une personne à une autre, puis innocemment, ça s'est fait comme ça, tu sais. Puis ça aurait pu se régler bien facilement avec un coup de fil, puis un « Hey, dude, qu'est-ce qui s'est passé là? » Puis j'aurais fait « Oh my God, je l'ai pas vu. » J'ai pas fait exprès. J'ai pris cette recette-là de quelqu'un d'autre. C'était dans un livre vraiment confidentiel d'une dame qui s'appelle Madame Armstrong, qui était une critique à la Gazette, que, ils ont peut-être fait 5000 de tirages ou quelque chose. Là. C'est rien de trop compliqué. Là. Mais tu sais, la merde a frappé dans fan. C'est devenu dans l'imaginaire. Puis ça a fait le pudding chômeur gate. Mais, tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes en relations publiques dans mon entourage. Puis tu sais, mon beau-père était directeur des affaires publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ma blonde est journaliste. On a beaucoup de monde en politique puis en affaires publiques. Puis des fois, la meilleure façon de faire face à une crise, c'est de fermer ta gueule puis attendre que ça passe. Parce que le monstre, tout ce qu'il veut, c'est se faire nourrir. Puis plus que tu commences à parler, plus que c'est des tidbits pour le monstre qui grossit. Surtout maintenant, parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent de tous les bords, de tous les côtés. Oui. La tension... Une histoire dure 48 à 72 heures. Même. Tout à fait. Si on est chanceux, là, si tu dis rien... Le monde va l'oublier, ils vont passer à d'autres choses. C'est pas le fun de te battre contre le vent aussi. C'est dommage parce qu'on fait ça avec des conflits internationaux aussi. Tout à fait. Pendant 2 semaines, on va vraiment s'insurger sur un tel conflit et après ça, il va se passer d'autres choses puis on va s'insurger là-dessus. Puis au final, tout ce qu'on veut, c'est que Québec Scoop soit banni d'Instagram. Ça part en feu. On a fait le tour du monde en 15 minutes. Je suis en ce moment. J'ai chaud. J'ai hâte de lire les commentaires. Il n'y a pas de danger. Non, il n'y a rien là. Mais Danny, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait, Chris, ça va faire quasiment... une bonne vingtaine facile. Un petit peu plus qu'un 25 ans. On a eu les mêmes chefs pendant un bout. Toi, tu étais au Sophia. Moi, j'étais au Méditerranéo. Les restaurants de la rue Saint-Laurent de la belle époque. Oui, l'époque du bon vieux temps. Oui, l'époque... des Italiens. L'époque où le crime organisé n'était pas en prison et était dans les restaurants. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à cuisiner, il y avait 2 genres de personnes qui allaient au restaurant régulièrement. T'avais les notables, puis t'avais les bandits. Puis sais-tu quoi? Nous autres, il faut qu'on travaille. Il y a de l'argent à dépenser. Nous autres, on va fabriquer des choses, puis on va les vendre. C'est comme ça. Tu sais, des beaux restaurants. Puis je me rappelle à l'époque où toi puis moi, on a commencé, les restaurants à nappe blanche, il n'y en avait pas tant que ça. Puis le reste de la restauration, c'était soit du fast-food un peu rough, des brasseries, où tu avais des belles tables. Tu avais le Méditerranéo. Oui, tout à fait. Les Giorgio de ce monde. Tout à fait. C'était avant, on commençait à voir Daniel Pinard arriver, là, puis pour les plus vieux, ça, c'est un grand-papa très articulé qui a comme ouvert le chemin à un paquet de monde, dont Martin Picard, puis qui a ouvert la traque pour José Di Stasio aussi, puis ça a exposé un paquet de jeunes talents comme nous deux à être médiatisés, puis avoir après ça notre voix dans l'échiquier médiatique. Fait que c'est là qu'on est, tu sais. On a commencé à travailler dans ce temps-là. Puis t'es parti, si je me souviens bien, t'es parti du Sophia. T'as eu un resto. T'es tout de suite allé à Laval? T'avais eu ton resto derrière les fagots à Laval. C'était pas à moi. C'était pas à toi? C'était un maître d'hôtel avec qui j'avais travaillé au Menu Plaisir, un monsieur Carbonneau. Je suis resté là presque 5 ans. Ça a été une super expérience. C'était très gastronomique comme truc. Là. On a gagné plusieurs prix nationaux avec le MAPAC. Puis le ministère du Tourisme. Là. Puis c'était une grosse table. J'avais Martin Junot comme sous-chef. Louis-Philippe Breton. On était un esti d'All-Star Team. Louis-Philippe qui est devenu l'agent à Martin Junot. Les gardes du corps. Et danseur masqué. tout un bonhomme. Non, il y avait du beau monde dans notre gang. Élise Lambert était sommelière. Denis Lessard était serveur. Qui est comme le roi du serpent maintenant, un des grands monsieur de la salle à manger de Montréal. Puis Élise Lambert qui est une des grandes je pense que c'est 6e sommelière au monde. Oui, c'est une classe comme sommelière. C'est du gros stock, ça. Vous devriez l'inviter. Après tout, vous expliquer ça. Vous n'auriez pour une coupe d'heure. C'est bon. Fait que c'est ça. Je pense que le métier a changé avec le temps aussi. Puis notre façon d'être invité dans toutes sortes de shows. C'est épatant quand même qu'on soit encore là devant le Kodak après toutes ces années-là. Oui, c'est vrai.
Oui, parce que quand j'ai parti à Anarchie culinaire, je pensais pas que 20 ans plus tard. Dude. J'ai parti ça pour le fun dans mon 1,5, ça a rue Saint-André. C'était pas quelque chose, je pensais qu'il était pas moindrement décollé. Ben ouais, puis tu partais avec des strikes aussi, tu sais, étant anglophone, puis dans un marché francophone, puis gars, ici à cette heure, you're the man. Ouais, écoute, again and again. On touche du bois. On touche du tech. Par la suite... Bro, ça, c'est pas du bois, c'est du motherfucking tech. Par la suite, t'es allé conquérir à la conquête de les cantons de l'Est. T'étais comme le roi de Sherbrooke pendant un bout. Ah oui, on était bien à Sherbrooke. J'avais un resto qui... T'étais pas à Sherbrooke, toi? Non. Ben non, t'étais pas à Sherbrooke. On m'a taquiné. J'ai fréquenté une fille de Sherbrooke. Ah oui? Ouais, ben pas à la même époque que t'étais là. OK, on avait chacun nos ondes. Ouais. Mais là, t'étais le chef propriétaire de chez Auguste. Oh, oui, on a fondé un restaurant, ma partner puis moi à l'époque, puis je suis resté de 2008 à 2015 là-bas. Ouais. Puis après ça, je suis rentré. Je t'ai envoyé, excuse-moi, la photo que j'ai mangée là, puis j'avais vraiment aimé ça. Il y avait un cadre avec des cuisiniers qui marchaient dans la rue comme les Beatles. Ça se peut que ce soit nous autres, ça. Oui, je pense que ça se peut. J'étais allée manger. C'était vraiment bon. Non, c'était pas ça que j'avais pris. Mais... Est-ce encore là, la poutine inversée? Je pense que oui, je sais. Mais en tout cas, c'est chez Auguste, je pense que c'est encore devant la salle à spectacle. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment bon. La photo comme le Abbey Road, là, ça, je me rappelle qu'on avait fait cette photo-là. Ah, c'est vous qui l'avez faite? Ben, c'est probablement moi qui étais dessus avec d'autres de mes boys, là. Mais je sais pas, ça fait une crise de bout que je peux aller dans ce coin-là. C'est là que c'est arrivé la poutine. La poutine, je l'avais mis au point au fagot. OK. Puis après ça, j'avais joué avec. Puis à l'époque, j'étais vraiment bien médiatisé avec Curieux Bégin puis tout ça. Puis j'avais fait la recette à la TV. Ouais. On avait fait le festival de la poutine des 3 accords. Puis là, ben ça, c'était devenu comme la mascotte, ma patente. Je l'ai commercialisé. On a fait un deal avec Saint-Hubert. Saint-Hubert, là encore, tu sais, il y en a dans la plupart des... En congelé, oui. Ouais. C'est une bouchée de poutine. Ben oui, peux-tu l'expliquer pour ceux qui... Ben pour les gens à la maison qui veulent savoir c'est quoi une bouchée de poutine, quoi de plus simple? De la sauce puis du fromage entouré d'une croûte de patate. Ça, c'est quelque chose, c'est une gimmick que je fais depuis longtemps. Là, ça va faire un Christy de bout. C'est drôle, hein, des fois, c'est la patente la plus anodine qui finit par... rester ton affaire à toi. Là. C'est vrai, ben oui. Puis là, tu vois, pendant un bout de temps, je l'avais comme boudé, puis là, ben, je recommence à faire au resto. Là. Le monde la demande. C'est comme niaiseux. C'est sûr. On la mangera à ton resto. Moi, j'en ai mangé en masse de ces bouchées de poutine. On avait peut-être... La dernière fois qu'on avait commandé, peut-être qu'on avait... Non, ça m'aurait... Non, t'en as eu dans tous tes restos, tu l'as eu. Ben, je finis tout le temps par la ramener. La petite marche, il l'avait. Je boude d'un bout, là, puis après ça, je fais... Tu laisses désirer. Ah ouais, bon, OK, she's back. Ça, c'est vraiment ta recette. C'est pas Caroline Dumas, la bouchée de poutine. Non, mais écoute, je pense qu'elle aurait aimé ça. Faire. Si ça y tente à la maison. Elle peut en faire, écoute. Mais tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'une recette, tu peux pas avoir un brevet sur une recette. Okay. Tu peux pas protéger parce que c'est un procédé qui est somme toute assez simple. Mais tu peux protéger ta marque de commerce. Tu peux protéger tes noms de domaine. Tu peux créer une espèce de petit muret commercial autour où toute la façon d'exprimer le produit, tu peux le protéger puis le détenir. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites à tout ça. Ouais. Fait que... Tu le veux-tu fait, toi? Oui, tout est fait. Okay. Puis moi, il est commercialisé. Là, il faudrait que je le refasse dans une version d'Annie, là, si tu veux, là, avec ma face dessus, puis faire mon Stéphano ou mon Bob. Pourquoi pas? Tu sais, moi, j'ai du café en épicerie qui fonctionne bien, tu sais, puis avec Faro, qui est un roaster de Sherbrooke. Ouais. Qui fait des grosses affaires, là, tu sais, puis qui est ici sur Montréal, puis un paquet de trucs. Puis ça, c'est un bel exercice parce que moi, ça fait quand même 8 ans que je bois plus d'alcool. Fait que le café a pris beaucoup de place dans ma patente, là, tu sais. J'étais assez straight edge, merci, là. Sauf que je bois du café, tu sais. Ouais, du café, t'es normalement straight edge. Ben ouais, c'est ça. Mais mis à part ça, là, tu sais, je prends pas de drogue. T'as-tu arrêté de boire à cause de la restauration? Bon, j'ai arrêté de boire parce que je buvais trop. C'est la restauration, Écoute, c'est un mode de vie, là. Puis, tu sais, à un moment donné, puis boire, ben... On s'en fout un peu. Là. C'est comment... Parce que t'es encore cuisinier, c'est comment cuisiner puis pas boire? C'est facile. Ouais, ça se fait bien. Ouais. Ça se fait quand même bien. Tu sais, c'est sportif, je veux pas. Oui. Puis ça marche, là, tu sais. Parce qu'il faut dire, on a le même âge, là. Puis t'es visiblement... On a la même fontaine de jouvence. Même t'as l'air tout... T'es en pleine forme, là. Oh, j'étais en grosse shape, là. Ouais. Ça va bien, là. Ouais. Tranquillement. Hey, je peux-tu faire une petite pause 2 minutes? Oui. Ouais. J'irai faire un petit pipi. Ben oui, vas-y, on t'a pas... C'est où? C'est juste derrière, il y a une porte. On en a profité pendant que t'étais allé aux toilettes
pour faire à manger. Ben oui, écoute, quand la nature appelle, c'est drôle parce que tu parlais de fontaine de jouvence puis de cuisiner. Moi, je cuisine encore. J'ai l'impression qu'à mon âge... Non, pas à la maison. Mais au restaurant? Dans mon fucking restaurant. Non, je sais, mais à la maison. C'est sûr que je cuisine à la maison. Non, je cuisine en hostie à la maison quand je suis là. Tu sais, mettons, c'était le Golden Age pendant une couple d'années parce que je travaillais de jour puis je rentrais tout le temps le soir. Puis, c'était le meilleur resto de la ville, c'était ma maison. Là, tu sais. Là, ma famille doit apprendre à vivre sans un père qui fait la vaisselle, va vite. Non. Mais tu sais, on en profite. Je m'arrange pour avoir 2 jours de congé. Puis, c'est combien d'heures à peu près au restaurant? Ah, ben ces temps-ci, c'est un... Tu sais, on a pris la décision de fermer les lundis. Fait qu'on est ouvert du mardi au samedi. On fait 4 midis puis 5 soirs. Mais j'ai du staff tout le temps. Fait que je rentre 2 jours. Tu sais, j'arrive à 9h le matin. Je vais chercher ma petite à l'école à 4h, ma deuxième, parce que j'ai 3 filles. J'en ai une de 16 ans à Sherbrooke, Margot, que j'adore, mon beau cœur. Mais qui est loin de chez nous, là, tu sais, puis qui est en secondaire 5. J'ai Jeanne, qui a 8 ans, qui est avec nous, puis qui va à l'école buissonnière, pas loin, là. Puis après ça, l'école buissonnière? Oui, c'est le nom de l'école. Ah ouais? Le petit collège Sainte-Anne. C'est une bonne petite école. C'est drôle parce qu'il y a un paquet de monde de la restauration, cette école-là. C'est cool. Oui, c'est un peu comme un petit... Un get-together, quand vous voyez. Un petit truc, là. Ouais. Puis j'ai un bébé-fille de 6 mois, tu sais. Fait que j'essaie de faire des spot checks. Tu sais, je rentre chez nous. Je vais les dropper, je donne un bec à mon bébé, je joue un peu, je retourne travailler. Tu sais, l'impact de moi présent dans le resto, il est important, puis il est visible. Puis il est ressenti, puis les gens l'apprécient, tu sais. Quand tu te retrouves avec une notoriété publique, puis toi, tu dois le sentir aussi, là, ben les gens, ils veulent te voir. Tu sais, quand tu fais toutes tes apparitions dans les festivals, quand tu te ramasses dans un supermarché à faire goûter du vin, tu sais, crime, le monde, il paye de l'argent pour ça, là. C'est le plus important, c'est de faire ça. C'est une meilleure publicité d'aller dans une épicerie un samedi après-midi, faire boire du vin à des gens que de se payer un spot à TV. Ben, je pense que oui. Oui, puis tu sais, le lien que tu bâtis avec les gens, ben, tu sais, c'est du un pour un. Puis ce que ça fait, là, c'est un rayonnement positif. Puis tu sais, moi, je suis sincère dans ça. Tu sais, un moment donné, j'étais beaucoup moins smart qu'aujourd'hui, je pense. Tu sais, j'étais un petit peu... je me trouvais bon. Moins patient. Tu sais, j'étais un peu en train de devenir un asshole. Tu sais, puis un moment donné, je me retrouve dans un green room. Là. Ça, c'est la place où est-ce que tu attends et tu écoutes la TV avant que ce soit ton tour quand tu fais un talk show, admettons. Puis, tu sais, je jasais avec genre 2 autres personnes, puis il y avait Marie-Ève Janvier qui était là, tu sais. Puis là, on se trouvait un peu drôle à parler du monde de couronne ou quelque chose comme ça. Là. Puis à un moment donné, elle a fait là, les caves, là. Elle n'a pas dit ça, là, parce qu'elle est polie, là. Mais elle a fait, ce monde-là, c'est notre public. Puis moi, là, je les aime toutes. Puis j'ai fait comme, ben moi aussi, je les aime toutes. Puis j'étais en train de devenir un asshole. Puis ça m'a donné un esti slap d'en face. Puis ça a fait comme, OK, tu sais, si les gens n'étaient pas là, on ne serait pas là non plus. C'est vrai, ça. Si les gens ne se donnaient pas la peine de venir à l'épicerie pour goûter à ton vin, si les gens ne venaient pas dans mon restaurant à manger ma drôle de pizza, mais Chris, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas cette chance-là. On peut-tu être respectueux, tu sais? On peut-tu l'apprécier? Puis les vieux du showbiz, ils l'avaient, ça. Tu sais, des Claude Blanchard, La Poune, j'aime mon public! Tu sais, mais sais-tu quoi? Pas de public, pas d'argent. Ouais, c'est vrai. Fait que show some fucking respect. C'est important de respecter. Merci pour le club, gens. homie. Ça fait plaisir, absolument. Ouais, vous aviez la bouche pleine, je me faisais du temps. Mais c'est vrai qu'on mange puis on parle. C'est drôle, on se disait... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. Tous les cuisiniers qu'on reçoit, ils demandent toujours de quoi de vraiment simple. Genre le mousseau. La dernière saison, là, on a eu le mousseau, Leslie Chesterman, je ne sais pas qui d'autre. Tout le monde voulait du spaghetti bolognaise. Puis là, je suis comme, ben là, c'est parce que moi, je crée des recettes pour mon site web au travers de tout ça. Fait que je suis comme... Ben, regarde, non, on va l'assumer. Tout le monde veut du spaghetti bolognaise parce que Chris, c'est ça que le monde aime manger, c'est du spaghetti bolognaise. Ah, puis c'est une façon de voir comment toi tu cuisines aussi. Ouais. C'est un peu snarky. Ouais. Tu sais, qui font comment il fait ça? Ben, un spaghetti bolognaise. Ça, c'est Leslie Chesterman. Ben oui, Antonin, il n'est pas de même, mais Leslie, j'ai tout le temps peur de cuisiner pour elle. Oui, Leslie, elle a toujours une petite opinion. Oui, effectivement. D'ailleurs, quand elle était ici... Elle a la petite bouche sale, des fois, aussi. Elle parlait de toi quand elle était ici, très bien. Oui, moi aussi, je la respecte profondément. C'est une amie, je l'aime. Mais tu sais, il faut que tu sois sur le bon côté du soleil. Hein? Oui.
Parce que... Oui. Elle me faisait peur, mais finalement, elle est full fine. Oui, super gentil. Mais pour la citer, elle disait qu'elle s'ennuyait parce que, tu sais, elle suit ta carrière via les médias sociaux et tout. Et elle t'a vu aller à Drinkery, c'est ça. Puis là, après, là, les pizzas par Danny, panaméricain. Puis après ça, mais t'avais fait une tournée. Tu étais comme un guest chef partout pendant la pandémie avec ta pizza. Là. Ben, je faisais comme des pop-up, là. Oui, exactement. Puis elle s'ennuie. Elle avouait s'ennuyer du Danny haut de gamme de derrière les fagots. Et, elle a dit. Il reviendra plus jamais, ce Danny-là. Pourquoi? Ben parce que j'ai plus envie, moi, d'attendre à la porte, que les gens daignent rentrer. Tu sais, la dernière fois que je l'ai faite, c'est la petite maison sur l'avenue du Parc. Puis tu sais, c'est mardi soir, il y a une tempête de neige. Tu as 4 staffs en avant, 3 staffs en arrière. Tu ouvres la porte, ça te coûte 1500$ juste opérer. Puis là, tu as 8 personnes dans la salle à manger. Puis là, il faudrait que tu sois le plus content du monde parce qu'ils viennent acheter un risotto à 32$ avec des pétoncles que tu sais que c'est un loss leader. Puis là, il faut que tu poker face ta vie. Puis moi, ça me tentait plus de faire ça. Plus le goût. Plus le goût de ça. Ben, il y a des bons restos gastronomiques qui fonctionnent bien au Québec, quand même. On leur dit bravo. Non, mais tu pourrais, toi aussi. Mais c'est dur. C'est dur. Ouais. Puis tu sais, je me rends compte que plus on vieillit, nous autres, moins on est visible aussi. Tu sais, je pense que notre industrie a de l'âgisme. Puis tu sais, dans l'espèce de hit crowd. Ah oui? Tu sais, puis moi, je me retrouve à... Quand j'ai fait le choix de faire une quotidienne à Radio-Canada, tu sais, je pense que j'ai changé de catégorie un peu. J'étais plus un jeune chef edgy, puis je suis devenu un peu plus corporate, là, tu sais. Puis je me suis mis à faire du contenu de marque, puis à faire un paquet d'autres affaires, puis à devenir un adulte, puis à chercher des revenus, puis à faire des choses. Fait que je pense que ça, dans certains pans de l'industrie qui est plus alternatif, si tu veux, ou plus d'auteur, c'est moins bien vu, t'es moins crédible. Tu sais, moi, je suis capable de faire des ronds autour d'un paquet de monde en cuisinant encore aujourd'hui, tu sais. T'es soit dit en passant un des cuisiniers les plus talentueux que j'ai travaillé avec. Pour Bro, t'es fin, merci. Non, puis j'ai mangé dans presque tous tes restaurants que tu as eus. Et effectivement, et pas juste une espèce de finesse ou tu sais, dans le haut de gamme, là, c'était pas du tape à l'œil. Puis tu sais, tu parles d'âgisme, puis je trouve ça dommage. Puis là, je veux pas lancer une pointe aux jeunes chefs, loin de là. Non, de toute façon, on a été ces jeunes chefs-là un moment donné. Puis je veux pas sonner... parce que Tom Brady, cette semaine... Qu'est-ce qu'il a fait? Il critiquait la nouvelle ligue de football, puis il disait, dans notre temps, nous autres... c'est jamais bon de faire ça. Non, c'est jamais bon. Mais est-ce que... je dis pourtant... Plus que tu vieillis, surtout en cuisine, plus tu prends de l'expérience, plus tu... Puis encore plus en vieillissant, parce que, je veux dire, moi, j'ai beaucoup plus appris dans les 10 dernières années que dans les 20 autres avant, parce que là, on voyage, on mange... Ouais, c'était ton goût, ouais, c'est pas de la Miracle Whip. Non, puis c'est le fun d'avoir du cheddar en dedans aussi, là. J'étais pas sûr si t'étais fromage ou pas de fromage dans ton club sandwich. Actuellement, je suis pas de fromage, plus de maillot, mais bro, c'est très bon, ça. C'est deux façons de penser. C'est deux façons de... Ça donne quelque chose de plus dans celui qui a le bacon, je trouve. Puis je te trouve edgy aussi t'as mis le bacon sur le fromage, quand d'habitude, t'as la tomate sur le bacon. Ouais, ben... T'as la laitue avec le poulet puis l'autre. J'aime pas que ma tomate touche le pain. C'est ça, mon Parce que t'es pas un pain mouillé. Je suis pas un pain mouillé. Là, tu vois, hein, c'est un club, mais on jase de comment tu réfléchis en cuisine. Exactement, ouais. Puis c'est pensé, c'est tout le temps de même que je l'ai j'ai travaillé très pas longtemps, pendant un été de temps, au TNM, à la cuisine du TNM dans le sous-sol, la fameuse cuisine que tu mettais tes assiettes dans l'ascenseur puis il montait. Avec un winch. Ouais, puis c'est une dame, il y avait une dame d'à peu près 70 ans qui, elle faisait juste le poste de club sandwich. Ah, mais c'est une hostie job faire des clubs, buddy. Ah oui! Puis moi, j'ai remplacé cette madame-là. Okay. Fait que c'est elle qui m'a formé. Puis crée-moi. C'est un bon club, ça. Comment elle s'appelait? Je me souviens plus de son nom, par exemple. Lucinda. Mais je me souviens, le premier jour, j'étais juste comme... Oh, ça va être pénible. Ben non! Mais finalement, tu vois... 23, 24 ans après, mes clubs sandwich sont assemblés exactement comme elle le fait. Puis, clin d'œil au TNM, Théâtre du Nouveau Monde, c'est du Havarti que j'ai utilisé comme fromage. Même fromage. Je savais même pas qu'il y avait un ordre dans les clubs sandwich. Ben oui, il y a un ordre. C'est toi qui... Tu peux peut-être créer toi-même, mais... Tu peux choisir, mais tu sais que... C'est un classique. Ben, c'est parce que ça part tout du coffee shop d'hôtel. Tu sais, mettons, quand tu travailles dans un hôtel, à l'époque, tu sais, quand on était plus jeunes, nous autres, quand tu allais travailler dans un hôtel,
Ben, tu avais l'endroit où est-ce que tu avais le restaurant à la carte. Après ça, tu avais les banquets. Fait que, tu sais, le restaurant à la carte, c'est... Tu es à l'hôtel, tu descends au restaurant, puis là, ben, tu te commandes un steak frites. C'est comme une gang qui va le faire. Puis après ça, si tu te commandes du room service, ça va être comme une autre gang de la cuisine qui va le faire. Puis après ça, les banquets, c'est une autre gang qui va être placée ailleurs, tu sais. Fait que habituellement, les bons sont dans la cuisine où est-ce qu'ils font les beaux petits menus. Puis après ça, ben, avant d'aller dans cette cuisine-là, ben, tu fais comme you make your bones, tu sais, tu apprends les rudiments du métier à faire du calice de coffee shop. Fait que là, c'est là que tu fais des hamburgers pas assez chauds parce qu'ils montent en haut, puis les crises de waiter, ils prennent trop de temps. Ou les valets, là, tu sais, ou les bellboys, ou whatever, là, tu sais. Puis là, ils remontent avec une cloche, puis c'est jamais bon, mais tu sais, ça part, puis c'est bon. Tu sais, c'est comme faire du déjeuner rough, là, tu sais, comme dans un petit truc, dans un truck stop, admettons, là. C'est la job la plus dure que tu vas faire de toute ta fucking vie. Les déjeuners, c'est le pay job au monde. Puis tout colle. Puis écoute-moi, là, mais tu sais, on en parlait l'autre fois que je suis commando, dans la vie. T'es commando? Pas mal tout le temps. Tu dois tout le temps te rubber à la poche avec de la fécule de maïs pour être sûr de ne pas te ramasser avec des irritations. Je suis, pour le répéter, pour ceux qui s'intéressent, je suis combine de novembre à mi-avril. J'aime pas ça, elle frette aux cuisses. Et combine? Yeah. Ben combine, c'est comme des long john. C'est tellement là, c'est ça. Yeah, j'ai des combines là. Continue pendant que je prends une bouchée. Et mais commando tout l'été, et ça a commencé en cuisine, et c'était vraiment, je faisais des déjeuners, le restaurant Les Prix, la brochetterie Les Prix à l'époque faisait des déjeuners, puis mes boxers, j'avais des boxers en flanelle, ils ont tellement absorbé le gras de l'ail, de bacon, d'œufs et de friteuse, que même si j'ai lavé, il était comme dégueulasse. Puis là, j'étais comme... Puis tu sais, j'étais pauvre à l'époque, puis j'allais à l'école, puis je me payais... Là, tu n'as pas burné des bonnes bobettes, fait que c'était du fuck it, je mets plus de bobettes, mange de la merde. J'étais commando dans la cuisine tout le temps. Yeah, absolument. Sérieux à la job, sexy dans les clubs. Consultant, long en arrière. Represent. Tout en beau quand tu te penches en plus pour laver ton frigo comptoir. Les coups de plumeur. Très chic. Mais la cuisine, je pense que... Tu sais, quand tu es un praticien, puis tout ça, elle peut s'interpréter de toutes sortes de façons. Puis, tu sais, mettons, j'ai recommencé à faire des chefs à domicile. C'est quelque chose que j'aime faire. Là, je vais y aller intense. Je vais le faire comme du monde. Oui, parce que c'est la place où tu fais le plus d'argent le plus rapidement. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, ma vie, c'est le bottom line. Ouais. C'est combien d'heures d'effort pour combien de rendement. Absolument. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, d'arriver puis de faire du restaurant. Un resto, c'est une belle vitrine. Tu sais, moi, ce truc-là qui s'appelle Panaméricaine que je fais avec plusieurs de mes amis, tu sais, on a l'objectif de le multiplier à un certain moment donné. Fait que ça, c'est notre premier de peut-être nombreux. Puis, tu sais, on fait de la pan pizza, on fait des super bonnes frites, on fait des subs, tu sais, comme des sous-marins. On fait une couple de petites niaiseries. Tu sais, c'est un peu comme un genre de petit casse-croûte avec un clin d'œil italien, même si le fait qu'on n'est pas italien, une crise de seconde. Mais en même temps, toi puis moi, on a tellement travaillé pour des Italiens longtemps à faire toutes sortes d'affaires italiennes que, sais-tu quoi? J'ai le droit des faire mes niaiseries. Absolument. Tu es fait à ta façon. Puis tous mes bros italiens, ils viennent, puis ils trouvent ça fucking nice parce que je suis pas pris dans les règlements. Anyway, tu fais de la Detroit-style pizza un peu à l'italienne. Ben, tu sais quoi, hein? C'est un peu comme notre français. C'est la Danny-style pizza, en fait. Ben, ouais, there's no further twist style. C'est comme au début. Oh, dirty! Puis, moi, pendant la pandémie, à un certain moment donné, il a fallu que je trouve des façons de faire des sous. Ouais. Puis j'ai toujours fait de la pizza dans ma vie. Tu sais, j'étais le premier chef de pizza, pas le premier line cook qui faisait de la pizza au Sophia, admettons, qui est une chaîne maintenant. Ben, tu sais, à l'époque, sur la rue Saint-Laurent, quand toi, tu travaillais au Med, puis moi, je travaillais au Sophia, ben, tu sais, cette piqûre-là, moi, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Tu sais, je travaillais dans la boulangerie d'un de mes oncles italiens, puis, tu sais, petit à petit, ça revenait tout le temps de faire de la crise de pizza. Puis à un moment donné, j'écoutais de nuit des vidéos. Tu sais, il y a un gars qui s'appelle Frank Pinello et sa pizzeria est à New York, est à Brooklyn, puis ça s'appelle Best Pizza. OK, j'adore. Puis lui, il s'est mis à faire le tour du monde sur toutes les versions de la pizza. Fait que tu le vois aller à Rome, tu le vois aller en Sicile, tu le vois aller en Californie. Puis à un moment donné, il va à Chicago. Puis là, il va à Détroit. Puis je fais, à Détroit? The fuck? Qu'est-ce que ça va faire à Détroit? Tu sais, moi, à Détroit, là, mis à part Eminem, les Lions, puis du gangbanging, là, tu sais, je peux pas trop te dire. Puis des ruines urbaines. Ah ouais. Là, j'étais comme, voyons donc, Chris, comment ça que ça va à Détroit? Puis là, il y a une place qui s'appelle Buddy's Rendezvous. Puis là, c'est comme le OG de ce genre de pizza-là. Puis la genèse de tout ça, c'est
les gars italiens travaillaient ces lignes de montage de l'industrie automobile, puis il y avait des pannes en fer bleu dans lesquelles ils mettaient leurs bolts, qui étaient de 10 par 14. Okay. Puis là, ils piquaient ces pannes-là, ils les ramenaient à la maison, les femmes les assaisonnaient, puis c'était souvent des communautés siciliennes. Puis en Sicile, la pizza est cuite dans des pannes. Fait qu'ils se sont mis à faire comme... Puis tu sais, même dans les pouilles aussi, il y a la Focaccia Barese, qui est à Bari, qui est une ville... La ville principale, je pense, de la région des Pouilles. Puis il y a beaucoup de gens des Pouilles à Montréal. Là. Tu sais, la plupart de mes amis, moi, ils viennent des Pouilles. Fait que tu fais... C'est de la pizza qui est cuite, ou de la focaccia qui est cuite dans un moule. Puis ils se sont mis à faire ça, puis ils se sont mis, au lieu de prendre la mozzarella, à utiliser à Détroit du brick du Wisconsin. Ouais. C'est le fromage brick. Là, des fois, on se dit à quoi ça sert, ça, du Monterey Jack, du brick. C'est qui prennent ça? Ben, Chris, eux autres, ils le font. Okay. Puis c'est un fromage qui est très gras puis qui est liquide. Fait que quand tu le mets sur le bord de la panne, ça coule ses côtés puis ça fait comme un mur de fromage. Ouais. Fait que ça fait une croûte. Ben oui, ça fait une croûte, ça croûte. C'est le meilleur bout. Tu manges ta pizza par le cul. C'est comme le coin de la lasagne. Là. Bro, exactement. Fait que le truc est carré. Puis là, moi, quand j'ai commencé à magasiner ça, ces internets, ces pannes-là, ils étaient comme 70$ chaque. Puis j'étais cassé, puis ça me tentait pas de mettre 10 000$ de panne pour être capable de faire une pizzeria éphémère. Fait que j'étais allé au Dollar Store. Okay. J'ai trouvé des pannes de 9 pouces, des Betty Crocker qui étaient glazées là, à 3,99$. Elles sont très bonnes, soit dit en passant. Je viens encore d'en acheter 250. Exactement. Puis tu sais quoi? Autour des Dollarama? Non, il y a du wholesale. Okay. Dollarama, tu peux te faire livrer dans un Dollarama du stock pour vrai. OK. Ouais, quand même. Ouais, écoute. Ingénieux. Ingénieux. Quand tu fouilles ces sites web, là, tu trouves toutes sortes de choses. Puis je ne les ai pas trouvés sur le dark web, je suis bien content. Il n'y a pas de carfentanil dans mes pannes, n'ayez pas peur. Donc, j'ai pris ces pannes-là, puis j'ai fait de la Detroit, mais ronde. Puis ça a pris du temps à développer. Au début, j'avais même pas de batteur. Je la faisais à mitaine, puis je gossais. Tu sais, il y a une technique qui s'appelle le no-knead method, que tu pétris presque pas, puis tu laisses une nuit de temps, puis le gluten se développe. Puis quand tu fais de la boulangerie, il y a les plis. Fait que tu te prends un gros bac, puis là, ben, tu brasses ton truc, tu la laisses réagir une quinzaine de minutes, tu plies avec des quarts de tour, puis après ça, tu attends une quinzaine de minutes encore, tu mets au frais, le lendemain, tu arrives, tu fais tes boules, tu tires, puis tu y vas. Fait que j'ai fini par trouver une méthode. OK. J'ai fait un truc sur la rue Ontario où j'avais mon restaurant à l'époque dans le Box Hotel, qui est un super bel hôtel-boutique. Puis à un certain moment donné, ça s'est terminé. Puis je suis allé à Saint-Lambert, dans le resto d'un de mes amis. Puis il y avait une partie de son resto qu'il n'utilisait pas. Donc, il y avait des plugs dans le mur, là, comme si c'était la chambre de quelqu'un. Puis j'ai mis un four à convection. On s'est branché sur le 240. On a plugué des réfrigérateurs sur roulette. On a mis des tables. Puis on s'est mis un fridge à coke. Puis on s'est mis à vendre de la pizza. Puis là, à un moment donné, on vendait 250 pizzas par soir, tu sais. Puis c'était de la Danny Style Pizza, là, tu sais. Puis un moment donné, après ça, boum, j'ai pris ce concept-là. Je suis allé au Pontiac, qui est un beau petit restaurant, sur la rue mais oui, c'est le même genre de pizza. Mais c'est toi, ça? Hey there. Ah oui, le Pontiac. On est allé, je m'en commandais tout le temps, même avant que je sois avec toi. Fait que le Pontiac, je l'ai starté avec des amis. Puis après ça, une fois que tout est bien starté, j'ai vendu mon morceau. Puis je suis allé donner des coups de main à gauche puis à droite. Puis là, ben, la pizza revient tout le temps. Puis là, ben, on a l'occasion de faire de quoi qui est chouette avec ça. Fait que je suis vraiment content. Puis c'est la première fois qu'elle est dans un contexte, dans un setup qui lui convient. Tu sais, moi, je suis un nostalgique, je suis un fanatique de Mad Men. Tu sais, comme cette espèce d'esthétique-là, là, on voulait faire un pizza parlor, pas trop propre, avec du préfini Saint-Mur, avec une vibe de terrazzo, un peu comme un vieux café. Ouais. On dirait qu'il est, on dit en anglais lived in, là. Excusez-moi, je viens en anglais ce temps-ci, fait qu'il y a beaucoup de franglais dans ma vie, là. Puis, si vous n'êtes pas content, allez tout chier, parce que moi, je parle comme ça. OK? Hein? Maintenant que c'est dit, hein? Je ne m'excuserai pas de parler comme je veux. Hein? OK? Merci beaucoup. Fait que c'est ça. On a mis au point cette pizza-là, puis là, ça fonctionne bien. Puis là, les gens sont au rendez-vous. On est vraiment chanceux. Ouais. Puis j'ai rarement été heureux dans une place comme ça. Est-ce que, premièrement, avant ta pizzaghetti est malade. Avec oui, ça, c'est une vraie pizzaghetti avec le spaghetti cuit sur la pizza tel que c'est supposé d'être. Mais les gens qui viennent pas de Montréal, si vous venez à Montréal, allez faire un tour, là, ça vaut la peine. Ben, c'est parce qu'on a une pizza qui nous permet d'avoir c'est un véhicule. Tu sais, on a une pizza qu'on laisse pousser, on met la sauce, on met le fromage chez Parois, puis après ça, on met les garnitures. La pizzaghetti qu'on fait pour mettre les gens en contexte, on prend un spaghetti qui est cuit juste à moitié. On a une fonduta qui est comme une genre de béchamel avec beaucoup de pecorino dedans. On met du smoked meat. On met un peu de sauce rouge par-dessus. Puis après ça, on l'enfourne. Ça fait comme si tu avais un gratin de pâte sur du pain.
C'est tellement badass. Là. C'est tellement bon. Puis on a une autre aussi qui est vraiment un hit, ça s'appelle la tomate royale. Fait qu'on met moutarde de Dijon. C'est un peu comme une tarte de tomate qu'on ferait sur du feuilletage dans le sud de la France. Là. Ouais. Ça nous amène un peu dans cette direction-là où on a cette béchamel-là fromagée. Un peu comme une mornée, comme toi puis moi, old school, a.k.a. THQ. Puis moutarde de Dijon, on met du gruyère, on met des herbes de Provence, de la tomate fraîche par-dessus, de l'huile d'olive, on enfourne. Le pied de cochon, on faisait une très, très, très bonne au début. Des tartes de tomates comme ça avec le feuilletage, mais tu manges ça, là, t'es téléporté ailleurs. C'est excitant. On n'a pas goûté celle-là. Tu rends la pizza excitante. Mais la pizza, c'est excitant. Tu t'ennuies pas de faire juste de la pizza? Ben, c'est pas juste de la pizza. Non, je sais. Moi, je suis allé te voir dans la cuisine du restaurant, puis je veux dire, il y a un travail artistique derrière tout ça. Là. Il y a une démarche derrière. Ben, c'est comme faire de la pop. Tu sais, mettons, tu parleras à n'importe qui fait de la bonne pop, qui se retrouve à la radio régulièrement. Là, déjà, c'est les joueurs de l'ombre. C'est des producers. Puis c'est une méthode. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques derrière ça. Tu sais, les gens ne sont pas obligés d'être affligés par la dureté du processus. Ouais. Ils pourraient, tu sais, moi, je suis super content. Tu sais, notre pizza qui nous représente le mieux, on l'appelle Pep sur le top. C'est Pep sur le top, puis là, en arrière. Tu sais, c'est encore la coupe Longueuil. Puis ça, la Pep sur le top, là, c'est 50 Shades of Pep. Tu sais, on a la sauce tomate, on a une fuckload de pepperoni, un peu de fromage chez Couronne. Fait que, tu sais, le pepperoni du dessus, il est croustillant comme du bacon, puis celui du dessous, il est presque braisé, tu sais. La pizza a cuit dans un convoyeur, ça sort, c'est comme en fusion. Oui, un faux convoyeur. C'est bon. C'est vrai, ça, j'avais pas vu ça. C'est un faux comme un convoyeur. Là. Il y a comme... T'as un tapis roulant avec de la chaleur dedans. J'avais pas vu ça depuis des années. J'ai dit ça, c'était écœurant. Ça, tu m'as propulsé dans mon début de carrière. Là. Mais ça marche bien, puis ça fait que l'énergie est mise à la bonne place. Tu sais, comme cuisinier, quand tu fais un service, là, il y a beaucoup d'orgueil. Tu sais, admettons, est-ce que je prends de l'ail? Puis là, dans les grandes maisons, là, tu vas avoir ta gousse d'ail, là, tu vas la couper à la minute, là, puis tu vas la mettre dans ta poêle. Ou tu vas t'acheter l'ail en pot, puis tu vas la crisser dans le Robocop, puis tu vas mettre de l'huile végétale. Ben ouais, tu vas mettre de l'huile végétale. Tu sais, puis à la fin de la journée, là, ça prend vraiment quelqu'un de zélé pour voir la différence. Tu sais, moi, j'essaie de trouver un chemin où les gens qui travaillent avec nous ont le plus de fun possible, puis que ce soit plus comme un sport, que ce soit actif, puis que ce soit pas comme tétanisé par le fait que si je me rendrai pas, couper mon ail. Couper ci, couper ça en minute. Moi, le plus d'affaires qui sont prêtes possible, on le fait. Si j'ai pas besoin, s'il y a un ingrédient qui est fragile, je l'enlève. Parce que je veux pas jeter de stock, puis je veux pas me ramasser en gueuler du monde parce que c'est resté, la rotation était pas bien faite. Tu sais, on essaie de délaguer au maximum le processus. Puis c'est vrai ce que tu dis. Moi, je me souviens, tu sais, je suis parti du Méditerranéo, je suis allé à Brunoise, puis après, je suis allé au Misto, qui était comme... On reculait là, un peu. Là. C'était à moins, mais pas qu'on reculait, mais c'était à moins... T'avais plus une heure pour faire ça. J'étais à bout. T'étais burné, je me rappelle. Moi, on était amis dans ce temps-là. Ah oui. Puis après à Brunoise, là... Sur la peau. Ben, je le sais, Christophe. C'était fou, là. J'ai une maladie de peau, là, partout dans le front. Ah non, t'étais plus bien, là. Tu sais, les boys s'inquiétaient de toi aussi. Ah oui. Puis, c'est correct, je m'en ai bien tiré, finalement. En tout cas, tu le connais, sur ses coutures, là. Visiblement, il doit plus avoir de plaques. Mais je me sais, quand je suis arrivé au Misto, puis c'est ça, je trouvais, ça, je vais être bien. Tout est quand même bien fait. Il y a une certaine fierté derrière le produit. Puis je me suis dit, un soir, j'étais comme, c'est malade. Si le frigo, il pète, là, on perd à peu près 800 $, ben à l'époque, 800 $, de bouffe. Tandis que, tu sais, d'un resto comme le Méditerranéo, c'est par 5000. Ah oui. Mais la pandémie, dans le fond, quand ils ont stoppé du jour au lendemain, le monde, ils ont perdu des milliers de dollars de même, non? Ben, ils en ont perdu, mais tu sais, ceux qui sont... fait rembourser. Ceux qui sont bright, ils ont toutes sortes de passe-passe, là, tu sais. Puis, admettons qu'il y a tu as des produits, là, il y a une façon de les conserver, tu peux les mettre sous vide, tu peux les refaire. Tu sais, moi, j'ai tout transformé mon fridge, j'ai fait des petits plats, j'ai fait une coupe de pause, je les ai écoulés d'une shot. Puis, si tu t'assois sur ton pouce, tu te mets à pleurnicher. C'est ça. Faut que tu sois proactif dans ce métier-là. C'est quoi un ingrédient que tu as dit, fuck off, là, c'est trop compliqué ou c'est trop. Ça se perd. Fuck off, c'est trop compliqué. OK. Des crevettes. Ah, ouais. Des crevettes, admettons, on avait fait un événement, puis il restait une coupe de crevettes. Puis je me suis dit, ça serait bon, une pizza, tu sais, genre arrabbiata avec des crevettes. Là, tu sais, arrabbiata, c'est de la sauce tomate, aillée, pimentée, les crevettes. Puis j'ai mis les crevettes dessus, puis ça sentait tellement la crise de crevettes. Puis là, je suis allé dans la salle, puis ça sentait la poissonnerie, puis j'étais comme, fuck that shit, ça me tente pas. Ouais. Ça me tente pas que ça sente ça chez nous. Ouais. J'ai pas le goût. Parfait. J'ai pas le goût de me poser la question de y a-t-il quelqu'un qui va se demander si c'est frais ou pas? Ah ouais. C'est fragile. Puis tu sais, je veux pas dès que tu tombes dans le royaume des poissons, il y a du danger. C'est vrai. Fait que la plupart de mes affaires sont déjà cuites. C'est des affaires ultra résistantes. Ouais, tu trouves des trucs, hein?
T'es parti chez Auguste. Auguste, c'était à Sherbrooke. Il y avait à peu près quoi? 150 places? 125 places? Ouais, 120 places à peu près. Par nos standards actuels en 2023, un très gros restaurant. Oui. Qu'on roulait 2 à 3 fois par soir aussi. C'était fou. Hein? Moi, la fois que j'étais allé, c'était capoté. Pas vrai, là. Ah non, on s'était assis au bar et je me souviens qu'on buvait encore à cette époque-là et on s'était ramassé dans la ruelle avec le staff puis tout. C'était quelque chose. Oui, c'était la seule place où les adultes pouvaient sortir. Tu sais, mettons, il y avait beaucoup de nightclubs là, pour les plus jeunes, parce que Sherbrooke, c'est une ville universitaire. Puis tu avais une couple d'endroits, là, comme le Cappuccino, qui était un endroit super bien tenu, une couple de places où les plus vieux allaient. Mais tu sais, c'était comme une catégorie de gens. Mais les adultes qui voulaient sortir, admettons, le monde de famille et tout ça, qui ne sont pas dans The Scene, admettons, là, je sors puis je m'en vais à telle place puis tout ça, ben ils sortaient chez nous parce qu'on était le seul restaurant où ça pouvait lever après 9 h le soir. Puis on faisait un truc aussi où 7 h pour nous, c'était le prime time. 7 h, c'était l'heure des gens qui réservaient pour avoir une belle soirée au restaurant. Puis avant, tu devais commander avant 6 h le soir ou après 9 h le soir. Puis il y avait un petit menu, tu sais, un early bird ou un late night. Puis on le faisait à 20$. Puis tu avais entrée, plat, puis un petit dessert. Fait que ça, on faisait ça. Mais en même temps, on faisait tellement... sur le volume, on y arrivait tellement, là. Puis on vendait de l'alcool, puis les gens venaient. Puis on avait tout le temps une bouteille de champagne en bas de 100$. Je pense qu'on avait une bouteille dans le temps à 75$. Fait que les gens qui étaient les résidents en médecine, puis les gens du barreau, puis tous les petits ballers du bout, puis les gens qui voulaient boire du champagne au resto avec des huîtres pour pas trop cher, ben ils venaient chez nous. Fait qu'il était pas rare d'avoir du monde qui continuait à rentrer jusqu'à 11h30 le soir. Fait que des fois, tu faisais comme 300-350 couverts dans une soirée. C'était le fun. Puis c'était démocratique. Tu sais, tout le monde pouvait venir chez nous. Il y avait des grands-mamans, puis il y avait du monde avec des piercings d'en face, puis ils étaient côte à côte, puis ils se faisaient des beaux sourires. Tout le monde était fin, puis personne ne se jugeait. Il y avait un filtre à con sur cette porte-là. Il n'y avait pas d'assaut qui rentrait dans ce resto-là. J'ai jamais eu de trouble. Tu as tout le temps réussi à faire de la bonne bouffe à un prix juste. Puis même là, tu sais, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup avec l'inflation, les restos, c'est trop cher. Moi, je ne vais plus au resto, puis pourquoi je laisserais un type, puis tout. Moi, j'étais allé chez vous, puis Christy, on a pris pour emporter parce qu'on écoute beaucoup de Netflix à la maison. Mais j'étais comme... Chris, on a eu une méchante quantité de bouffe pour ce qu'on a payé. Là. Tu sais, c'était bon. Puis on n'a pas tout fini. On a eu un lunch le lendemain, puis tout. Là, tu sais, ben, on a un produit qui nous permet d'être smart aussi. Tu sais, mettons, on fait... quand les gens viennent sur place, ils peuvent manger à la carte. Puis ils peuvent faire des trucs. Mais quand les gens vont passer par nos plateformes pour du pour emporter ou pour du ramassage, on va faire 2 trucs. On fait une affaire, on appelle ça la 4 au carré. Fait que, tu sais, nos pizzas ont 9 pouces. On prend une boîte de 18 pouces. Fait qu'on sait qu'on en fait 4 là-dedans, mes mathématiciens. Hein, ça va bien. On est tous là. We're all there. Puis, 4 pizzas différentes. Tu peux choisir n'importe quelle pizza que tu veux. Puis... that's it. On les met dans la boîte et tu t'en vas avec. Fait qu'au lieu de payer une moyenne de 20-21$ la pizza, t'es comme à 17-18$. Tu sauves une couple de piastres, t'as ton kit, ça va bien. Les gens trouvent leur compte. Puis tu sais, un siège qui n'est pas occupé au resto, pour moi, c'est de l'argent. Parce que quand on est dans un restaurant, puis vous le savez, c'est pas de la bouffe que tu vends, c'est un siège. Puis combien de fois tu vas t'en servir de ce siège-là? Tu sais, chez nous, c'est petit, on a une trentaine de places assises. Le siège, il roule au moins 2 fois. Fait que, tu sais, on fait 30, on fait 60 dans un 600 pieds carrés. Tu sais, on est capable d'avoir une petite moyenne pas pire. Fait que notre vie en ligne puis notre vie pour emporter est ultra importante. Fait que toi, t'aimes ça, les services de livraison. Parce que, tu sais, il y a comme des discussions par rapport à ça. Là, est-ce que c'est bon d'utiliser Uber Eats? Est-ce que t'es mieux de contacter directement le restaurant? Est-ce que, c'est au restaurateur d'avoir une approche avec ça. Tu sais, mettons, nous, on travaille avec un logiciel qui s'appelle YouEat. YouEat, c'est du monde qui je pense qu'ils sont basés à Québec. C'est un truc qui est local. Ça a plusieurs fonctions. C'est un attachement que tu peux avoir sur ton site web ou ça te fait une boutique en ligne où tu vends tes produits. Il propose aussi un service de livraison en sous-traitance. Fait que tu peux... nous, on a un montant qui est forfaitaire pour chacune des livraisons. Fait que quand même que tu as une commande à 200$, tu as un montant qui est forfaitaire pour qu'ils gèrent la commande en tant que telle. Puis grâce à eux, on est capable de mettre l'information dans YouEat, puis ça se retrouve sur chacune des plateformes qui sont des plateformes tierces, des third party, comme on dit en anglais. Moi, je pense que les third party, ce n'est pas un service de livraison.
c'est de l'acquisition de clientèle. C'est un service de marketing avec un bassin de clients qui s'adonne à donner des services puis à rendre visibles des restaurateurs qui veulent utiliser cette plateforme-là. Est-ce que je les aime? Pas particulièrement. Ouais. Est-ce que je peux reconnaître ce qu'ils apportent? Par exemple, certainement, le jeu a changé. Ouais, OK. Quand tu fais un truc sur Uber Eats, tu vas avoir en moyenne 30-25% qui va être perçu de ta facture. Ouais. Pour le restaurateur, puis le client va se faire charger des choses par-dessus. Ouais. Mais c'est quand même la plateforme de visibilité puis de livraison qui est la plus performante. Fait que, tu sais, il s'agit que tu sois visible sur Uber, tu vas faire de l'acquisition de clientèle. Si le client aime le produit que tu proposes, ben il va être curieux puis il va aller voir sur ton site web, il va aller voir sur tes plateformes de médias sociaux, il va s'intéresser puis il va se rendre compte que je pourrais me faire livrer direct ou je pourrais venir chercher du stock. Ça se fait tout seul. Ouais. Fait que le client qui veut pas se casser la tête, il va rester sur Uber. Mais après ça, il y a des clients qui vont faire comme ben je pourrais peut-être aller directement vers le restaurateur. Si on est là, nous, c'est parce qu'on l'accepte. On n'est pas des victimes de ça. Ouais. C'est dans le temps. Tu sais, quand tu as juste ça comme business, tu sais, moi, j'ai connu des opérateurs qui avaient un front, admettons, où c'est un truc vietnamien, puis en arrière, ils font du thaïlandais, du grec, puis des hot dogs, tu sais, puis c'est de la même cuisine. Parce ou même c'est des maisons, des fois. Oui, c'est des maisons. C'est fou, on en parlait de ça. Ça il y a même quelqu'un, cette semaine, j'ai mis des recettes sur Facebook, des vraies recettes de mon site web sur Facebook, puis quelqu'un m'a dit « Yo, mets-toi sur Uber Eats, je peux me commander ta bouffe. » Mr. Beast. Mr. Beast. Ouais. Mr. Beast, oui. Le roi de YouTube. Il l'a fait ou quoi? Il y a une chaîne de burgers qui s'appelle Beast Burger. Il y en a un outlet à Montréal. OK. Puis il n'y a pas de porte d'entrée, il n'y a pas de magasin en tant que tel. Pas de Mapac. C'est dans une ghost kitchen. Il doit être dans la cuisine de quelqu'un. Okay. Puis quand tu regardes le modèle d'affaires, ils proposent aux gens de prendre leur menu puis de l'appliquer. Ouais. Puis de le mettre sur ces plateformes de livraison, puis de l'utiliser puis d'envoyer une ristourne. C'est brillant. Le monde est rendu là. Ouais. Parce que moi, honnêtement, je suis vraiment une pro, la queen du Uber Eats. Là, vraiment. Oui. C'est un beau titre. Ouais. Surtout quand t'es pas là. True Crime et Uber Eats. Non, mais c'est comme regrettable parce que c'est vrai que je devrais plus me déplacer, plus me faire manger parce que aussi pour l'environnement. Tu peux te poser des questions. T'as faim que tu commandes, arrête donc. Mais c'est souvent ça. Mettons, là, des matins, même des fois, on n'a pas à manger. Tout le monde fait des trucs compostables aussi. Oui, effectivement. Mais t'as plus le droit d'avoir des affaires qui sont de styromousse. Puis... du styromousse, d'utilisation singulière. Oui, c'est ça. Des pailles en plastique. Oui, c'est ça, dans des nids de tortue. Mais je t'avouerais. T'as vu une tortue live quand, toi, la dernière fois? Une vraie tortue là, dans un cours d'eau, admettons. Je veux dire de quoi qui est très pas écologique. C'est au zoo. C'était l'année passée j'ai amené mon kid au Central Park Zoo. Avais-tu comme une affaire de bière de pogner dans le nez, la tortue? Ou... Non. Non, OK, parfait. Mais tu vois, tu me rassures. Moi, je ne cache pas cette affaire. J'ai vu des cuisiniers avec des bouchons de bière puis des pailles dans le nez puis ils sont pas morts, ces gens. Non, moi, j'ai vu des cuisiniers avec de quoi s'accrocher une crémaillère. Mais ça, c'est notre affaire. Mais... Oui, c'est un autre époque. Non, mais... C'est parce qu'ils veulent faire comme Roxane Bureau. Mais en tout cas, c'est drôle parce que les pailles, tu peux pas, mais genre, tu sais, mettons au Tim Hortons, mettons, ou je sais pas, ils enlèvent le couvercle, tu sais, ils mettent un couvercle sans paille, tu sais, pour que tu puisses boire de même, mais le couvercle, c'est du plastique aussi, tu peux pas. Mais des fois, c'est du thermoplastique. C'est pas du thermoplastique, c'est comme de la cellulose de pomme de terre ou de la canne à sucre. Celui à café est encore en plastique, bien sûr, pour les slushs. Si je me trompe pas, les bubble tea pis ces affaires-là. Mais je vais juste dire, c'est vrai, tu sais, pour les gens qui sont fans de Uber Eats comme moi, je pense jamais, mettons, je commande toujours, par exemple, avant, là, je commandais tellement du Mendy's. Ben, c'est vrai que je pourrais aller directement sur le site web puis me commander. Mais tu y allais directement à personne aussi, des fois. Je veux dire, quand on était ensemble, on habitait à côté de la succursale, on y allait, là, les soirs d'été. On peut-tu comme établir quelque chose? C'est super simple. Peu importe le chemin que vous prenez, merci de commander chez nous. Ça, on va commencer comme ça. C'est beau, ça, c'est vrai. Puis après ça, ben, si ça vous intéresse, ben, vous approfondissez. Si ça vous intéresse pas, ben... Ou tu peux continuer à commenter en ligne. You do you, baby boo, tu sais. C'est vrai. C'est comme... à un moment donné, là, on est tout le temps en train de dire aux gens qui n'ont pas raison.
On est tout le temps en train de leur dire qu'ils ne savent pas comment ça marche. On est tout le temps en train d'essayer de les éduquer en leur disant que nous, on a une supériorité morale, qu'ils devraient tous partir avec leur petit crise de tote bag, aller faire leur marché à pied, acheter une botte de rutabaga avec les fans, puis manger les feuilles, une botte à 10$, puis d'être là à dire non aux animaux. Puis, tu sais, c'est comme, hey! Peux-tu commencer par le commencement, s'il vous plaît, là? Non, mais tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. S'il vous plaît, aidez-nous, là. Ça suffit de chicaner tout le monde, là. Puis, tu sais, médiatiquement, là, on a souvent cette tendance-là de faire comme acheter local, acheter ci, acheter ça. Tu sais, famille de 4 là, qui sont à Sorel, là, ils sont encore en liste de talibé urbaine, de bourgeois bobo qui a le temps de faire ça parce qu'il est pris retraité, parce que tu es un dot-comer. Tu sais, c'est comme, un moment donné, médiatiquement, là, on fait dur. Là. Peux-tu penser au monde un peu, là, les vraies personnes... Ceux qui vont chez Maxi et qui achètent la viande en spécial. Qui l'achètent dans la... Tu ton poulet Excel Dior. Bro, il était Excel super bon. C'était quoi? Le poulet sur le bord de la Excel Dior, ça, c'est comme c'est haut de gamme. Excel Dior. C'est double diamant. Non, mais tu sais, on est tout le temps en train de... Je sais pas pourquoi que les gens mettent autant d'énergie à essayer de corriger les autres. Tu sais, je pense qu'on peut être... Tu sais, mettons, nous, dans notre rôle, on peut être une bonne influence. De dire que ça, c'est un bon comportement. C'est un truc pour alléger ton quotidien, rendre ta vie plus facile. Puis là, ben, tu sais, c'est comme... Ben, il y a bien du monde qui ne mange pas de légumes frais, tu sais. Ben, peut-être qu'ils vont manger des légumes surgelés puis ça va être à leur goût, tu sais. Les légumes surgelés, pour la plupart, ils viennent d'ici, là. Tu sais, c'est correct. Puis ils ont plein de vitamines. Parce qu'ils sont surgelés juste à côté du champ qui sont cueillis dedans la plupart du temps. Fait que, tu sais, on est tout le temps en train de faire de l'attitude au monde en leur disant qu'ils font pas bonne affaire, puis... Faut essayer de varier notre alimentation, faut essayer d'être des meilleurs citoyens, faut arrêter d'être prisonnier des chaînes d'approvisionnement qui viennent d'ailleurs. Mais ça, c'est pas rien que de la faute du consommateur. Tu sais, c'est de la faute de l'infrastructure qui est en place, c'est de la faute des détaillants qui décident qu'est-ce qui se retrouve ces tablettes puis qui est mis de l'avant. C'est de la faute des subventions qui sont pas faites aux transformateurs. Puis tu sais, il y a eu des efforts qui ont été faits là, avec l'agriculture qui est moderne là, pour qu'il y ait des gens qui s'installent puis qu'il y ait un meilleur tarif électrique puis qu'il y ait des meilleurs taux de subventions sur les infrastructures et la machinerie qu'ils utilisent. Tu sais, l'agroalimentaire, là, c'est pas juste de prendre le cure-dent puis de le piquer dans cette affaire-là puis de dire que la job est finie. Là. Ça part de la terre puis ça va jusqu'à la table. Puis là-dedans, il y a des trucks puis il y a des humains puis il y a toutes sortes d'enjeux. Il y a de l'emballage puis il y a des déchets puis du carburant. Puis c'est surprenant quand tu fais le tour des fermes au Québec, comment l'agriculture au Québec, on fait tout pour réduire l'empreinte carbone. Tout à fait. C'est très impressionnant. Puis c'est des joueurs de l'ombre. Mais moi, je dois revenir parce que c'est très impressionnant. Là, on jase. Non, mais comment tu t'es adapté? Tu parles de Uber Eats puis tout, c'est fou. Puis je veux dire, tu as vraiment suivi l'évolution de la cuisine du Québec. Parce qu'avant de travailler dans les autres gammes, tu as sûrement fait comme moi une coupe de Saint-Hubert barbecue, de restaurant. Ma première job, c'était au Pizza Hut. Et voilà. Ah, Pizza Hut, j'adore ça en plus. Fait que là, t'es vraiment full circle. Full circle. Oh, malade. Après ça, je suis allé travailler dans un steakhouse à Laval. Ouais. Super belle expérience, tu sais, encore une fois, des notables puis des bandits, là. Ouais. Old school. Ouais. Puis après ça, je suis allé travailler dans un club de golf. Là, je pensais faire des belles tables d'hôtes puis des trucs cool. Je me suis retrouvé à la station des clubs sandwich puis des hot dogs estimés tout l'été. Puis à faire de la plaque à déjeuner puis à péter des œufs bien trop souvent puis à faire crier après. Mais j'ai appris plein d'affaires. Tu sais, la restauration, c'est pas juste ce qu'on voit à TV, là. C'est toutes sortes de choses avec du monde qui struggle puis qui ont un métier puis qui essaie de faire de quoi avec, là. Pour avoir eu un resto à succès en région, ben, je veux pas dire que Sherbrooke, c'est une région. Ben oui, c'est une région. C'est une grande ville. C'est la grande ville d'une région administrative qui s'appelle les Cantons de l'Est ou l'Estrie. Merci de me sauver. Merci de me sauver. Non, mais qu'est-ce que... Le mot région, c'est pas un mot sale? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça, on ne devrait pas avoir peur de dire le mot région. Nous, on déménage de Montréal. Nous, on s'en va en région. On s'en va dans un village de 900 habitants. Mais vous avez été mordu fort, hein, pour être craintif comme ça? De quoi? Ben, tu te faire attention à vos mots de même. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. Vous êtes fait écœurer mal sale, hein? Ouais, je me reprends toujours. Okay. Ben, vous êtes bon, en tout cas. Vous avez une conscience du mot. Absolument. Mais qu'est-ce qui est plus dur? Tu trouves ça... Attends une minute. Je vais refaire ma phrase. T'as-tu trouvé ça dur à revenir à Montréal? Énormément. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que... je vous dirais que l'influence... tu sais, nous, on est des enfants de la télé... Puis on est dans un monde du web aujourd'hui. Fait que, tu sais, mettons, la télé, elle vieillit avec ses auditeurs. Ouais. Elle vieillit avec son public. Fait que je vous dirais que moi, quand je fais un truc à la télé,
les gens qui viennent, ils ont 55 ans et plus. Ouais. Il n'y a personne de 22 ans qui va voir les mêmes choses. Peut-être qu'ils vont le retrouver en capsule sur le web. C'est une façon d'aller chercher les gens. Mais je suis arrivé à Sherbrooke avec ma partenaire, puis on a fondé un restaurant, puis on a été très, très, très médiatisé, puis on est devenu une petite destination. Ouais. C'est cool. Dans une ville qui est vraiment le fun, parce que Sherbrooke, c'est une ville qui est chouette, là, en général. En fait, on va prendre un anglicisme aussi, tu as paved the way pour plusieurs gens là-bas. Là. Oui, on pense à plein de restos qui sont allés s'établir là après. Là. Ils ont vu une trail, puis il y avait du monde trippant, puis tout le monde disait Sherbrooke, c'est une ville de merde, c'est une ville de cassés, il y a juste des étudiants, du monde pauvre, puis tu devrais aller à Magog, puis tout ça. Puis nous autres, on a fait fuck it, on s'en va à Sherbrooke, puis on est allé dans un centre-ville mal famé. J'avais un voisin de commerce, Jean-François Bédard, qui lui a un magasin qui s'appelle Glorious, puis aujourd'hui, il fait la plupart des costumes pour tous les joueurs de la Ligue nationale. Okay. Il est devenu tailleur. Okay. Wow. Mais à l'époque, il y a une quinzaine d'années, quand on s'est établi, on a, somme toute, ouvert assez en même temps. Fait qu'on se soignait des clients. Fait que mettons, quelqu'un qui dépensait pour des jeans à 300$ était susceptible de vouloir traverser chez nous puis aller boire une bouteille de champagne. Ouais. C'est vrai. Fait que là, on s'est créé une alliance. Puis là, c'est là que Faro est embarqué, qui était notre voisin de commerce de pas trop loin. Puis là, on s'est créé un écosystème avec le marché de la gare qui était autour. Puis on était plein de jeunes commerçants à peu près du même âge qui avaient envie de faire lever un secteur. Puis on s'est tous mis ensemble. Si on parle de Ciboire qui ont une brasserie à Montréal. Le OG est à Sherbrooke. Puis ils sont en train de s'installer dans Saint-Henri. Puis tu fais comme, Christy, on était tous coupés du même tissu, dans le fond. Puis on était prêts à faire lever cette ville-là. Vraiment. Fait que quand je suis rentré à Montréal, je veux pas, tout l'écosystème que j'avais était plus là. Puis j'étais plus vieux, puis je buvais plus. Fait que j'allais plus recruter dans les bars, puis je sortais plus de la même façon non plus. Ça a été super dur parce que ma façon de faire du commerce, c'était relationnel. Là, j'étais juste comme un ouvrier qui pompait de la belle bouffe dans un petit crise de restaurant en demi-sous-sol sur du parc. Ce qui aurait dû être un speakeasy vraiment sexy, mais puisque j'étais rendu sec puis plate, ça n'a pas levé comme je voulais. C'est fou. Vraiment, c'était très, très bien, la petite marche. Mais c'est la petite maison. La petite maison, excuse-moi. La petite marche, c'est le voisin à côté. Mais j'avais oublié ça que tu sais, quand j'étais au Rachel, c'était ça, là, pour attirer les clients puis attirer tout. Je passais plus mon temps dans les bars des autres que dans le mien. Le soir, je pouvais aller dans 4-5 bars, me promener en taxi d'une place à l'autre. Tu sais, moi, tu te fais couper les cheveux à une place parce que tu sais que la personne, elle parle. Puis là, tu t'en vas hang out à une autre place. Puis là, tu achètes un tel endroit. Puis là, tu t'en vas à une autre place. Tu envoies des tournées en cuisine. Puis là, les gens, ils viennent te voir après dans ton magasin. Ça fait partie de notre jeu. Puis c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu de l'argisme aussi, parce que quand tu n'es plus visible, tu n'es plus dans ce circuit-là, il faut que tu trouves d'autres façons. Les médias sociaux, c'est rendu ça, non? Entre autres. Mais tu sais que les médias sociaux, ils ont leurs limites aussi. C'est comme virer un sablier de bar. Moi, je veux faire des trucs qui sont pérennes. Moi, je pense que ma gang est plus vieille. Je pense que les gens qui viennent chez nous, il y en a qui nous découvrent parce qu'ils aiment le produit. Le produit est bon. C'est un peu comme chez Schwartz, ils s'en calissent des médias sociaux. Mais là, tu commences. Ou Lester's, ils font un super bon smoke meat. Puis les gens, ils se déplacent pour ça. Mais tu sais, ça ira pas à la même vitesse. Mais peut-être que la fondation de ta maison va être plus solide. Fait que moi, je lève pas le nez sur rien. Puis je vais prendre toute l'aide qui va passer. Mais tu sais, à la fin de la journée, moi, ce que je fais dans la vie, là, j'ai un beau magasin. C'est un magasin de pan pizza. Puis je m'occupe du monde quand ils sont là avec ma gang. Puis on fait des choses chouettes. Mais tu sais, il n'y aurait jamais de bave de crapaud, de boucan, de micro-pousses, puis de fermentation inutile dans mes affaires. Tu sais, c'est pas ça ma game. C'est cher des micro-pousses. On en a parlé avec Leslie, non? C'est ça? Mais en même temps, tu vois, comme Mousseau, lui, il est exceptionnel. Il est à l'autre côté du spectre. Puis il vieillit dans ça, puis il est bon. Puis tu sais, il mentor une maudite belle génération de monde. Puis en dehors de l'establishment, il a fait ses affaires. Puis il est encore là, puis il monte. Fait que tu vois, comme ça se peut ça aussi, mais lui, il est habité d'un feu que moi, j'ai pu. Tu penses-tu que le Mousseau va faire de la pizza dans 20 ans? Je pense que le Mousseau, dans 20 ans, il a quasiment notre âge. Là. Il va être à sa retraite. Là. Il y a une dizaine d'années de moins que nous autres. Ah ouais, c'est vrai? Je pense qu'il vit dur. Le petit bro, il vit dur. Mais tu pourrais pas... en tout cas, moi, je pense le marketing, médias sociaux. Tu pourrais engager quelqu'un qui fait juste... Tu sais, mettons le Beach Day Everyday, là. OK? Là, je dis pas que c'est la même chose, là. Mais eux, ils font des TikTok à chaque jour. C'est Vlog Day Everyday.
Puis genre, les employés font des TikTok à chaque jour. Fait que là, la marque est out there. Tout le monde qui check TikTok, ça tombe tout le temps sur ta page automatiquement. Fait que tu pourrais pas genre engager quelqu'un qui prenne des vidéos de tes pizzas, puis tu sais... Je pourrais. Je pense que tu l'as essayé. Tu l'as fait, OK. Au Box Hotel, t'avais quelqu'un, je pense, qui se... Non, on se mettait en gang là-dessus. Là. Puis tu vois, comme au resto, on le fait quand même. Okay. Mais tu sais, c'est comme... Je pense que ça, c'est une hygiène de vie aussi. Si tu commences à le faire et t'arrêtes de le faire, c'est plus néfaste, je pense, que de rien faire jusqu'à temps que tu sois prête à le faire. Ah ouais. Tu sais, c'est comme, mettons, on avait des grosses discussions d'affaires, nous autres, hier, avec ma gang, sur le fait de créer une nouvelle promotion. Puis on sait qu'on va fermer pendant le temps des fêtes dans certaines plages. Fait que là, est-ce qu'on déploie tout de suite pour après ça, tu sais, monter, puis arrêter pendant 2 semaines? Non, on va repartir avec un narratif, puis on va y aller. Quand on veut y aller, on est capable d'y aller. Ouais. Mais est-ce que faire des TikTok à tous les jours, c'est mon mode de vie? Ah, ben je te dis pas de faire ça, mais je dis, tu sais... J'aimerais ça être capable de le faire. Peut-être qu'il va falloir que je le fasse. Je suis pas contre. Mais j'ai... tu sais, je suis même pas client de TikTok, moi, bien honnêtement. Tu sais, je vais pas là-dessus, je m'en calisse. Je t'en envoie. Non, mais je pense que c'est juste... Peut-être que les médias sociaux remplacent justement la tournée des bars, puis... peut-être. Ben, j'y crois. Tu sais, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, s'entourer des bonnes personnes. Qui, si tu maintiens pas, si tu possèdes pas le langage ou les codes, essaie pas de les faire toi-même, c'est pire. Tu sais, moi, j'ai 46 ans, là. J'étais un bum, j'étais un thug, mais je ferais pas semblant d'être un rapper ou d'être n'importe quoi. Moi, je suis un chef, je cuisine, j'ai des enfants, tu sais, je suis tough, parce que je suis capable de travailler 20 heures en ligne puis pas brailler. Mais tu sais, c'est pas mal là que mon coolness s'arrête, là. Mais t'as quand même une réputation qui te précède, ce qui est bon. Je pense que je suis capable d'être divertissant, là, mais tu sais, à la fin de la journée... Et tu travailles, parce que... Je travaille pour vrai. La petite maison, justement, j'avais été donner un coup de main. Non, mais là, écoute ça, tu sais, on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre et je suis à un show... Je suis à un show de radio avec Danny, ou même pas, t'étais à la radio, puis je t'entends chez nous, puis quand, écoute, tu sais, on a besoin de cuisinier, si t'as du talent, puis t'as un bon dos, puis ben viens-t'en, je t'engage, tu sais. Puis là, j'étais comme, Chris, j'ai du temps de libre. Moi, les prochaines semaines, je vais aller donner un coup de main, pauvre gars, tu sais. Chris, on commençait à 8h le matin, on finissait à 11h le soir. Là. Puis non-stop. Vargé, là, tu sais, comme beast mode tout le long. Je me rappelle le matin que tu es arrivé, j'étais en train de faire mes poissons. Là. Oui. C'était fou. C'était fou. C'est le même. Il n'y a pas d'autre chemin. Non, t'as pas le choix. Sinon, t'as comme 4 personnes dans la cuisine qui se foncent dedans. Ah, puis j'avais adoré, bon, là, c'est des affaires de cuisine, mais j'étais comme, aïe, est-ce qu'il est intelligent? Il utilise la plaque à œuf comme un poêlon géant. On faisait tout sa plaque à œuf. Oui, c'était magique. Ça avait l'air le boudin, on le poêlait sur la plaque à œuf. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est fucking intelligent. Faut que tu te démerdes. C'est comme, admettons, dans un délit new-yorkais, là. Chez Cats ou... Ben, tu sais, ils ont une plaque, eux autres, là, puis ils font du griddle, là, puis c'est là que ça se passe, là, puis t'as tous les Mexicains qui sont là, ça la ligne, là, puis les gens, les line cooks, là, que, tu sais, c'est pas des blancs-becs, là. C'est ce qu'ils font en fin de la journée, ces Mexicains. Ils sont fucking meilleurs que toi puis moi, là. Ils ramènent l'argent à leur famille. Big time! Puis Chris sont tough, puis sont bons, puis sont concentrés, puis tu sais, ils se crinquent entre eux, puis ils trouvent du staff, là, c'est beau, là. Moi, ce que j'ai trouvé trippant la dernière fois que j'étais allé à New York, là, c'est que souvent... le staff de salle, il était blanc. Puis t'avais avec les bossers qui étaient latinos. Puis là, si on se faisait servir par des latinos à la plupart des places, ça veut dire qu'il y avait quasiment plus de main-d'œuvre blanche qui voulait faire ça. Puis ces gens-là, tu le sais qu'ils partaient avec une chunk d'impoche à la fin de l'année. Puis j'étais comme, hostie, enfin. Ouais. Enfin. Oui. Puis, tu sais, parle anglais moyen, capable de communiquer, Tu sais, un macaron Michelin, là, tu sais, des places sharp, là. Puis j'étais comme, hostie, enfin. On reconnaît. On reconnaît, on arrête de cacher les gens de couleur, là, puis on les crisse en avant, puis on les laisse gagner leur vie. Oui, puisqu'à notre époque, nous autres, c'était la mafia du Bangladesh à la planche. Mais c'est pas la question de la avec langue, Ethan. justement. Ethan. Bro. Il en parle dans le plongeur. Je sais, je l'ai lu, puis je pensais à toi. J'ai eu des petits frissons tout le long, parce que c'est les mêmes bums qu'on fréquentait. Ben oui. Ben je me souviens... Ethan, en fait, c'était un plongeur du Bangladesh. Il faisait la traite des plongeurs aussi. Oui, il recrutait. Là. Tu débarquais de l'avion, puis 2 jours après, tu étais dans la cuisine du Méditerranéo. Là, puis celui puis Fat Salim. Ethan puis Fat Salim, là, c'était les deux. Il y avait Ramiz aussi, il était le trio. Puis Ethan, en fait, il y avait... en tout cas, il y avait un nom tellement compliqué que le chef, à l'époque, avait dit, là...
on est pas capable de dire ton nom. Ben non, fait que demain, là, arrive avec un nouveau nom, esti. Comme ça, quand je vais te donner de la merde, ça va aller plus vite. Oh my Puis là, God. il est allé magasiner avec sa famille, puis il a vu le centre Eaton. Ben Puis oui. c'était comme un épiphanie pour lui. C'est la meilleure histoire du monde, ça. C'est immense, le centre Eaton. Fait qu'il est arrivé le lendemain, puis il a dit, mon nom, My name is Eaton. Eaton. Puis tout le monde, là, tout le temps, il est connu, là, tout le monde, les cuisiniers partout l'appellent Eaton. Même la GRC cherchait ce nom-là. Ouais. Parce que effectivement, c'est arrivé à quelques reprises que dans ces restos-là, l'immigration arrive, puis ils se mettent devant une porte, puis tout le monde le portefeuille. Là. On veut savoir qui est Canadien ici, pour vrai. Mais bref, j'avais conté l'histoire à Stéphane Larue de Eaton, puis il me l'avait même demandé s'il pouvait la mettre dans son livre parce qu'il trouvait ça tellement génial comme histoire. Moi, en fait, on a une question puis une question pour terminer. Mais ma première question, tu sais, des gens qui cuisinent à la maison, parce que j'ai l'impression que les gens ils cuisinent de plus en plus à la maison, puis des mets quand même pas gastronomiques, mais oui, quand même. Ben, c'est un loisir. Ouais. Bien cuisiner avec des belles recettes qui sont à la TV à cette heure. Oui, effectivement. Puis c'est quoi un conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent cuisiner à la maison? Puis, tu sais, juste un conseil qui va vraiment faciliter leur vie. T'sais. Lis la recette. OK. Ah ouais? Lis la fucking recette. Puis suivre à la lettre la recette. Je pense que pour cuisiner, il faut que tu sois intuitif. Mais pour devenir intuitif, c'est comme apprendre à jouer de la guitare. Ouais. Tu commences pas à slugger du Jimi Hendrix pour le fun. Tu fais tes gammes tranquillement, suis la fucking recette. Puis à un moment donné, tu vas faire puis les points vont se connecter. Ouais. Puis tu vas être capable de faire des choses avec un frigidaire vide. Moi, je renchéris. En tout cas, j'en rajouterais là-dessus. Oh, Belle twist, oui. Mon côté anglophone qui ressort après quelques Ranchire. Ranchire. Ranchirio. En plus de lire la recette, sors tous les ingrédients. Fais toute une vraie mise en place. Mesure tout à l'avance. Surtout les premières fois. Là, le walkthrough aussi de comment ça va se faire, cette recette-là. Ouais. Je vais me sortir une poêle. Je vais partir mon four. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est pas un mot, là, m'excuse. Ouais. Non, mais c'est bon. C'est des bons conseils. OK. Puis, dernière question du podcast. Vas-y. C'est ton segment. On demande à nos invités si ont vécu une histoire de crime. Mettons que toi, tu as vécu un proche à toi. Une histoire de crime? Quelque chose de témoigner, De témoigner? Un crime. Que j'ai vu quelqu'un faire un crime? Ouais, ou que tu as assisté à un accident, tu as dû ben appeler oui, 911 moi, une pour fois, j'ai pas appelé 911, mais une fois, en allant travailler à Petite Maison, il y avait un vol de banque à Outremont. OK. Un esti de gros vol de banque là, avec du monde, avec des guns sortis du char puis tout. Là. Puis je roulais avec mon char vers l'avenue du Parc, là, c'est la rue Saint-Viateur. Puis juste en avant de moi, il y a une auto qui est arrivée puis qui a foncé dans une vitre de café. Avec des flics qui étaient là avec les guns qui étaient en train de sortir. Puis je me suis penché avec mon char. Puis je me suis mis à rouler parce que je me suis dit, Chris, ça va se mettre à tirer. Ouais. Ils vont se mettre à tirer. Le gars, il est là, il est en train de sortir du char. Puis je voyais les autres qui étaient là avec les trucks qui se parquaient, les portes qui s'ouvraient en arrière, comme si t'étais à Brooklyn. Là. Puis là, j'ai fait tabarnak. Puis là, ma blonde, ma belle-mère, puis mon bébé-fille de l'époque, il était dans la maison. Le gars, il est allé dans notre cour, le fugitif. Il s'est réfugié à côté. Il y avait la SWAT. Toute la famille était dans la salle de bain. Moi, je pouvais pas y aller. Tout était fermé. C'était le style d'apocalypse. Tu faisais quoi? Tu pouvais aller où? Ben, moi, j'étais en périphérie. Puis après ça, ben là, tous les journalistes étaient autour. C'était tout du monde que je connaissais. Fait que là, j'ai comme vu cette affaire-là. Fait que là, ils me posaient des questions. Fait que je me suis dit, bon, ben, Chris. Quelle bonne pub pour la petite maison. Moi, j'étais comme là, oui, le suspect est passé, nanana. Tu sais, je faisais comme si j'étais un journaliste. Puis j'étais comme, j'attendais. Je savais qu'il n'y avait pas tant de danger que ça parce que le gars était tout seul. Puis il n'était pas comme avec une ceinture de bombe, là, tu sais. Mais tu stressais pas pour ta mère? J'étais stressé. Ta femme. J'étais stressé. Mais après ça, quand j'ai vu que la SWAT était partout, puis tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va arriver? Là? Ils sont dans la toilette. Ils sont pas devant une fenêtre. Toutes les portes sont barrées. Qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais? Ben, qui se réfugie chez vous. Oui, mais tu sais, habituellement, c'est une prise d'étage, on ne sait pas. Là. Ça s'est fini. Le gars, il a fini par se sauver. Il a réussi à se faufiler. Puis ça a fait ça, mais effectivement. Il a-t-il été arrêté, finalement? Oui, il a finalement été arrêté. Tout récemment, je l'ai vu dans le journal, que sa peine a été prolongée ou quelque chose comme ça. C'était un des derniers gros vols de banque avec poursuite flamboyante, là, comme dans les films, là, comme Jacques Messrine. Tu fais comme, damn! Malade, bonne histoire. Très, très bonne anecdote. Histoire. Oui. Tu faisais la quotidienne à Radio-Canada. Oui. Tu étais dans les médias beaucoup.
On va-tu te revoir? C'est quelque chose... Ben, tu sais comme moi que ça se contrôle pas. Là. Moi, je suis chanceux parce que je suis au débatteur à nouveau à chaque semaine. Oui, c'est vrai. Fait que là, je fais du débat. Moi, pendant un bout, j'ai comme pris une tangente d'affaires publiques aussi ou de commentaires. Ouais. Parce que je suis entrepreneur, puis je suis un citoyen, puis j'ai des opinions sur une couple d'affaires, tu sais, puis je suis capable des fois de vulgariser des choses, tu sais, tant dans mon industrie que dans d'autres. Fait que j'ai cette opportunité-là. Je travaille au 98.5 à la radio. Je fais beaucoup plus de radio maintenant que j'en faisais. Puis là, tu vois comme... Je sais, je t'ai pogné l'autre jour, tu parlais du cassoulet. Puis j'étais comme, Chris, genius minds think alike. J'ai fait un cassoulet avec des hautes cuisses. Ah ouais, c'est bon. Genre la veille où tu l'avais fait. La semaine avant, mais... Ça s'appelle un égrégore, ça. Tu le pognes dans l'air. Non, moi, je t'ai invité ici pour t'accuser de plagiat. OK, j'ai le dos large, tu sais. Non, je te niaise. Mais j'étais tellement content de t'entendre au 98.5. Puis en plus, tu fais bonsoir l'été avec ton beau-frère. Puis je sais Pénélope quand même assez souvent aussi. Tu sais, sur l'autre circuit, toi, tu es sur le circuit du combat des chefs. Ouais, mais je vais accrocher mon chapeau au combat des chefs. Tu l'as pas annoncé encore? Par le temps que le podcast sorte, ils vont savoir. Là, parce que je déménage, puis tu sais, partir de Batiscan, puis venir faire aussi, une heure de radio... ça fait long comme journée. Moi, j'aime bien le plateau qu'on a. Tu sais, mettons, avec Alison Van Rassel et Hélène Norando. Tu sais, c'est le fun. Parce que tu parlais des légumes congés la semaine dernière. Ben, tu sais, ça, c'est une des panélistes qui discutait de ça, puis on avait justement un bon spin, là. Mais ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Tu sais, faire des recettes pour faire des recettes, j'aime moins ça. Ouais. Tu sais, c'est moins mon truc à cette heure. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait d'autres choses au travers. Ouais. Tu sais, je pense que des fois, la cuisine, ça peut aider à faire passer certaines idées. Ouais. C'est un espèce de chemin où tout le monde est prêt à l'entendre. Puis tu es capable de passer des messages au travers. Tu sais. Fait que j'aille pas ça. Ouais. Est-ce que je veux retourner à la TV? Je veux pas retourner à la TV pour faire des affaires de marde non plus. Ouais. Tu sais, des fois, j'ai fait une couple de projets où c'était juste pour cacher mon chèque. Là. Puis tu fais comme, ça paraît, c'est pas incarné. Puis quand tu fais de la TV, il faut que tu aimes ça parce que c'est fucking long. Ouais. Des fois, tu passes la calice de journée, là, t'es dans ta loge, tu te pètes la tête sur les murs, c'est long. Si tu fais de la radio, là... Ouais. Ah ouais, 1, 2, 3 go, c'est fait. J'adore faire de la radio. C'est écœurant faire de la radio. D'ailleurs, c'est un peu de ça qui vient de l'idée de faire le podcast. Tu sais, j'aime ça parler, j'ai une grande gueule. Le podcast, l'argent vient dans tes poches. Directement, ça, c'est cool aussi. Il n'y a pas de tierce partie. Bon, fait que vous imprimez, vous autres, ça va bien? On imprime. Elle imprime des billets. Tu imprimes des billets, toi, t'es comme un genre d'assistant. Je suis ta sugar maman. Non? En parlant de sugar maman, ce podcast est commandité par le Barbecue à Bob, disponible dans pas moins de 3000 points de vente différents au Québec. On a 4 beaux cépages pour vous, Chardonnay, Pinot Grigio, Cabernet Merlot et Cabernet Sauvignon. Pour le temps des fêtes. Pour le temps des fêtes, qui est peut-être déjà passé, dépendant de quand vous écoutez le podcast. OK, mais est-ce que ça va être dans le temps des fêtes? Il va passer avant le temps des fêtes? Oui, ça va être dans quelques semaines. Ben moi, je vais me permettre une plug grossière. Là. On fait une boîte des fêtes. OK. On fait la dinde, mais avec une twist. On fait comme une porchetta de dindon. On fait des boîtes pour 2 personnes. Il y a des petites bouchées, il y a un paquet d'affaires, il y a du tiramisu, il y a des beaux légumes, il y a des croquettes de cacio e pepe, qui est comme l'enfant illégitime d'une fondue parmesan qui a fait l'amour avec un spaghetti cacio e pepe, puis ils ont décidé de garder l'enfant de l'amour. Des polpettes, une belle salade. Fait on fait cette boîte-là, on fait de la vraie tourtière du Lac-Saint-Jean, mais en version plus petite. Ouais. Cool. On fait du ragoût de boulette au vin rouge. Fait que c'est un ragoût de boulette tout ça avec chez Panaméricain. Oui, au Panaméricain. Puis, by the way, je vous ai ramené ça. Ah, c'est quoi? C'est un sac brun, c'est pas de l'argent, mais tu sais, c'est de bon cœur. Puis, on a préparé un paquet de trucs. Tu sais, j'ai mes chums avec qui je fais des trucs avec les amis de la boucherie chez Vito, là, tu sais, qu'on se fait des batchs de foie gras ensemble, puis on fait un paquet de collabs. Tu sais, c'est la place où je vais boire des petits cafés le matin. Puis dire de la merde avec mes amis, là. Fait que on y va comme ça. Fait que ça, je vous amène du swag, les enfants. La même qu'elle tient. Fait que c'est ça. Mylex represent. Oui, puis j'ai pris, il m'avait demandé la grandeur, j'ai pris XL. Ah oui, moi j'aime ça, oversize. Ils sont donc bien beaux. Ben ouais, vous pourrez comme faire matching outfits, là. Fait que c'est ça. Souvenir de notre voisinage. 6631, je demande, c'est pas l'ancien Mylex? Ben oui, c'est l'ancien Mylex. Shout-out à Greg Paul. Wow. As-tu laissé des affaires de cuisine? Ben oui, on lui a tout racheté son fonds de commerce. Greg, je pense qu'il fait de la construction maintenant. Je suis dû pour l'inviter d'ailleurs. Greg, si tu écoutes, viens nous voir. Puis on te suit, Danny Saint-Pierre, avec 2 N sur Instagram. Double N. Double N. Puis écoute, merci infiniment. Puis venez manger à son restaurant, ça vaut vraiment la peine. Oui. Les boulettes, les boules de cacio et
chopé, j'avais oublié, mais c'était bon, ça. Les bars Nanaimo. Oui, les bars Nanaimo. Les bars Nanaimo. Je vous ai ramené un bag, là, justement. Là, ah oui, on va manger dans l'autre podcast. Avec des cochonneries, là, vous allez voir, vous allez passer au cash. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Bonne vie. Merci.